T'as rien compris à la saison 2 de Squid Game. Je sais que tu penses que t'as eu tout compris, qu'en fait tout ça c'est juste la suite d'une série qui critique l'argent, que Ji-Hoon est juste revenu dans le jeu pour le détruire et que c'est le seul sujet de la série. C'est pas du tout ça. Tu pensais avoir tout compris de la série en la finissant, non? En vrai t'y as rien compris et je vais te révéler dans cette vidéo ce dont Squid Game 2 voulait vraiment te parler. Pour te le résumer rapidement, la saison 2 de Squid Game elle part d'un principe très simple. En gros, Ji-Hoon il a gagné le jeu, du coup maintenant il est à l'aéroport et il se prépare à prendre l'avion pour aller rejoindre sa fille aux États-Unis. Sauf qu'au dernier moment, au moment même où il va rentrer dans l'avion, il change d'avis. Il peut pas vivre avec l'idée que le Squid Game va continuer et que d'autres gens vont y mourir. Du coup, il y retourne. Et toute la saison 2, en gros, c'est l'histoire de lui qui essaye de détruire le Squid Game de l'intérieur. Et du coup, ça peut paraître assez simple. Présenté comme ça, la série a pas l'air d'avoir un discours ultra profond sur quelque chose. C'est même pas sûr que ce soit intéressant de l'analyser en fait. Sauf qu'en fait si. J'ai regardé 3 fois la série, j'ai fait mes recherches et je crois bien que j'ai trouvé 7 thèmes. 7 niveaux de compréhension qu'on va explorer dans cette vidéo et qui montrent que franchement, je pense que t'avais rien compris à Squid Game. Ok, déjà je vais te parler d'un truc. Je peux pas développer la théorie maintenant parce qu'elle est trop complexe, mais tu réagirais comment si je te disais que tous les chiffres dans Squid Game avaient un sens caché? Si je te disais aussi que j'ai découvert le vrai sens de la phrase que dit la poupée dans le 1, 2, 3 soleil? Ça alors. Ou même, et ça, c'est le plus ouf, si j'avais découvert une théorie qui expliquerait qu'en fait, les vrais joueurs du Squid Game, c'est les gardes. Je développe ça d'ici la fin de la vidéo. Bref, en gros, j'ai fait beaucoup de recherches et dans cette vidéo, je vais te révéler tous les trucs que Squid Game t'avait cachés. Niveau 1, une critique des humains. Comme je te disais, la saison 2 de Squid Game parle de vraiment plein de choses. Et l'un de ses principaux sujets, c'est les humains. Les humains en tant que joueurs surtout, mais aussi les humains en dehors du jeu. Comme par exemple, le policier. Pour rappel, le policier dans la saison 1, on l'avait quitté mort. Il était tombé d'une falaise après avoir reçu un tir de la part de son frère dans l'abdomen et du coup, il en était mort. Sauf qu'en fait non. Le premier plot twist de la saison 2, c'est que le policier, il est vivant. Et ce policier, il a une façon de se comporter assez intéressante. Laisse-moi te montrer. On est épisode 1, ok? Et juste après que le policier se soit réveillé, on le retrouve dans un bar avec son patron. Et ce patron, il lui pose une question. Et regarde comment le policier lui répond. Avec sa bouche, il lui dit non, mais avec sa tête, il lui dit oui. Donc en gros, la série nous montre qu'il est dans le déni. Le policier sait très bien que c'est son frère, ancien policier, qui lui a tiré dessus, mais il a tellement de mal à l'accepter qu'il garde cette info pour lui-même. D'ailleurs, il se passe le même truc dans l'épisode d'après. Cette fois, on est chez Gi-Hoon et ce dernier, il lui pose le même genre de questions que le patron. Le policier lui répond non, mais il a tellement honte de mentir une nouvelle fois qu'il baisse instantanément les yeux. C'est des petits détails, mais c'est toujours cool à remarquer. Et des éléments comme ça, des détails ou même des indices cachés dans la série, j'en ai trouvé plein. Mais juste avant de t'en présenter un autre, laisse-moi te parler rapidement d'un truc. Il y a 5 mois, j'ai voulu sortir une vidéo de 50 minutes sur Interstellar, mais YouTube me l'a bloqué. YouTube me l'a bloqué alors que selon moi, c'était la meilleure vidéo que j'ai jamais sortie. Donc je voulais juste te dire que si tu veux la voir, cette vidéo, t'as juste à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Tu cliques, t'as la vidéo, c'est pas beaucoup plus compliqué. N'hésite pas à t'abonner aussi si t'aimes bien la vidéo parce qu'on essaye de dépasser Erwanning d'ici la fin de l'année. Bref, pendant toute cette saison 2, on suit donc Gi-Hoon à l'intérieur du Squid Game, mais on suit aussi le policier qui est parti à sa recherche. Et ce policier, il mène son enquête sur un bateau dirigé par lui. Et donc, à l'épisode 7, après qu'on ait eu 2-3 épisodes du policier qui arrive pas à trouver l'île où se cache le Squid Game, on découvre que ce capitaine qui avait l'air gentil, en fait, c'est un gros traître. C'est tellement un méchant carrément qu'il va même assassiner l'un des gars qui accompagnait le policier dans ses recherches. Donc, pas ouf. Sauf que ce truc, le fait que le capitaine du bateau soit un traître mais qu'on le découvre qu'à la fin, en vrai, il y en avait des indices cachés dès les premiers épisodes. Laisse-moi te les montrer. Épisode 3. Le policier, le capitaine et toute sa team se préparent à partir sur un bateau pour commencer les recherches. Et au moment où le capitaine annonce le départ, on a un petit SFX, un petit bruit sonore de la série qui nous indique qu'il y a un truc qui cloche. Donc ça, déjà, c'est louche. Épisode d'après, on a toute une scène où ce même capitaine, donc, il essaye de soutirer un maximum d'infos sur Gi-Hoon et sur le plan que le policier a pour le retrouver. Encore 2 épisodes après, au moment même où l'un des mecs de la team est mort, tout le monde est prêt à l'honorer puis à continuer les recherches, mais devinez qui est le seul qui demande à arrêter. Notre bon vieux capitaine. Donc bon, il y avait quand même quelques trucs pour nous mettre sur la piste. C'était pas forcément simple à remarquer, mais on aurait pu deviner qui finirait par les trahir. Un autre truc que t'aurais pu remarquer d'ailleurs, c'est que la série nous parle littéralement de paranoïa. Ok, comme je te l'ai déjà dit, la série commence avec Gi-Hoon à l'aéroport. Ok, il décide de pas rentrer dans l'avion et de retourner au Squid Game, sauf que le Squid Game s'est arrêté. Ou en tout cas
temporairement. Donc la série nous fait une ellipse. En gros, elle nous dit, ok, juste avec ce plan, il y a 2 années entières qui viennent de se passer. Et donc, le premier plan qu'on a de Gyun après l'ellipse, le tout premier, à la 9e minute du premier épisode pour être plus précis, c'est un plan de lui qui regarde des caméras. Et 1 minute plus tard, quelqu'un toque à sa porte et sa première réaction, c'est de prendre son pistolet. Encore 1 minute plus tard, après qu'il ait ouvert la porte et rencontré le frontman juste derrière, il se réveille. Parce qu'en fait, le frontman n'est jamais passé le voir et que tout ça n'était qu'un rêve. Ou enfin, plutôt un cauchemar d'ailleurs. Et donc, on comprend bien que notre gars, il va pas bien. Il est totalement perdu et ça va pas super. Donc, ce truc, ça veut dire que Squid Game, c'est aussi une série qui parle de la paranoïa. Et ça commence à faire beaucoup pour une série qui paraissait simple, non? Et en plus, c'est juste le début. Mais genre vraiment le tout début. Et d'ailleurs donc, ce petit truc sur le fait que Gyun est parano, c'est l'un des éléments qui va me permettre dans la suite de développer une théorie sur la série. Et franchement, je pense que tu l'as jamais entendu celle-ci. Par contre, un truc que t'as sûrement déjà dû entendre, c'est le fait que Squid Game dénonce la cupidité des humains. Sauf que, est-ce que tu savais que c'était aussi le cas pour la saison 2? Laisse-moi 2 minutes pour t'en parler. En gros, comme dans la saison 1, donc, tout Squid Game est juste une excuse pour parler de la cupidité des humains. Le réalisateur de la série cherche à nous alerter et du coup, il y a plein d'éléments tout le temps sur ce thème. Rien que dans l'épisode 1 par exemple. Dans l'épisode 1, à un moment, on suit le recruteur dans sa journée. Et donc dans cette scène, ce gars il se rend dans un parc. Sauf que juste avant, il passe acheter 100 viennoiseries et 100 jeux à gratter. Ça fait un sacré nombre quand même. Et donc il arrive dans le parc, et dans ce parc il y a plein de SDF. Le recruteur il va les voir et il leur propose un truc très simple. Soit tu prends un jeu à gratter, soit tu prends une viennoiserie. Soit l'un, soit l'autre. Impossible de prendre les deux. Et le premier SDF à qui le recruteur propose ça, il choisit le jeu à gratter. Et il perd. Puis le deuxième, pareil. Et le troisième, le quatrième, bref, l'immense majorité des SDF choisissent le jeu à gratter. Alors que je rappelle que c'est des gens dans des situations souvent précaires et donc pour qui la nourriture est pas toujours facile à trouver. Et là, on leur en propose gratuitement. Mais ils préfèrent quand même choisir le jeu à gratter. Pour la mini probabilité de gagner quelque chose en y jouant. Et donc, je pense que cette scène, elle sert à ça. Je pense qu'elle sert juste à nous montrer la cupidité des humains. Le réalisateur cherche à démontrer que même dans des situations extrêmes, même dans des cas où la nourriture manque, on préférera toujours l'appât inépuisable de l'argent. Que ce soit moral ou non d'ailleurs. Mais c'est pas le seul truc. Non, je t'ai dit que ce thème était présent dans toute la série, donc il n'y a pas que dans la scène d'avant qu'on le retrouve. 2 épisodes après, c'est une nouvelle fois le cas. 2 épisodes après, donc, on a une scène qui était déjà présente dans la saison 1. La scène de la tirelire. En gros, maintenant on est dans le jeu, et donc vient le moment où le Squid Game va dévoiler la cagnotte. Le premier jeu vient de se finir, 91 personnes sont mortes, et du coup c'est le moment de montrer l'argent. Et une nouvelle fois, regarde comment les joueurs deviennent des zombies devant la cagnotte. Regarde comment, quelques minutes plus tard, au moment où il faut décider de partir au nom du jeu, la majorité reste tellement l'attrait de l'argent est supérieur à la peur de mourir. C'est ouf. Et donc, tu comprends bien que c'est un thème de la série. Squid Game parle de la cupidité des humains et du pouvoir de l'argent sur nos cerveaux. Et d'ailleurs, ce pouvoir, il est tellement fort. Il est tellement fort que même le plus résistant, le plus fort, notre brave Gyun, il va y succomber. Laisse-moi te montrer. On est à l'épisode 7, ok? Et donc, plein de jeux sont déjà passés. Et là, en plus, il y a aussi des joueurs qui viennent de s'entretuer dans les toilettes et du coup, ça va encore rajouter de l'argent dans la cagnotte. Et notre Gyun, le même qui restait assis à chaque moment où la tirelire faisait son apparition, le même qui parlait et agissait comme quelqu'un totalement désintéressé par l'argent, à ce moment, il se lève. La tirelire apparaît, de l'argent tombe dedans et Gyun la regarde attentivement. Comme si le pouvoir du Squid Game était tellement fort qu'il avait réussi à transformer même le plus honnête des hommes. Comme si ce pouvoir avait réussi à transformer notre joueur principal. Donc ça, c'est encore un élément de la critique des humains que fait Squid Game. Et je te rappelle que c'est que le premier des 7 niveaux d'analyse de la série. Mais bref. Un autre truc avec Gyun dans la série et que j'aime beaucoup, c'est le fait que notre héros va se trahir lui-même. Laisse-moi m'expliquer. On est épisode 7, ok? Et donc notre gars, il vient de partir en expédition contre le Squid Game avec plein de joueurs. Plus précisément, il vient de se séparer de ce groupe avec son meilleur ami pour tenter de rentrer dans le QG du frontman. Sauf que, problème, il a presque plus de munitions. Du coup, il a besoin de renfort. Et qui c'est qu'il appelle en renfort? Le frontman. Ou enfin le joueur 001, plutôt. Mais bref, du coup, le frontman, il arrive et au moment où il croise Ji-Hoon, ce dernier, il lui donne le dernier chargeur qui lui restait. Le tout dernier chargeur. Retiens bien ça. Et le frontman, il prend le chargeur, donc, et après, il repart pour essayer de trouver un moyen de contourner les gardes. Il fait totalement le tour et, après avoir réussi à se trouver dans le dos des gardes, il trahit soudainement Gyun en tirant sur ses 2 compagnons et la balle qu'il utilise pour exécuter le dernier, cette balle, c'est la première du chargeur que Gyun lui avait donné. Donc sans notre héros, le frontman n'aurait pas pu achever cet homme. C'est donc théoriquement Gyun qui l'a tué. C'est ouf comme symbole, et c'est pas le seul. Ok, on est épisode 2. Tu te rappelles de ce gars? Ce gars, c'est le passeur, ok? Le passeur qui avait arnaqué la joueuse 67 dans la saison 1. Et donc, dans cette saison 2, on le retrouve. Et ce gars, on le retrouve au cours d'une scène, comment dire,
spécial. Ok, on est épisode 2, et cette meuf est partie le voir. Elle, c'est Kang No-Eul, et elle est nord-coréenne. En gros, son histoire à elle, c'est qu'elle a laissé sa fille au pays en arrivant en Corée du Sud, et du coup maintenant elle fait appel à ce passeur pour tenter de la retrouver. Sauf qu'il y a un truc assez sympa à remarquer. Au moment où elle demande au passeur de rechercher son enfant, au moment où elle lui demande de le rechercher apparemment, bah No-Eul elle est debout alors que lui est assis. Elle est dans l'action alors que lui est passif. Et je pense que c'est un message. Le passeur est inactif de par sa position, donc il va pas aider cette mère à retrouver son enfant. Il restera assis et n'agira pas. Et ça aussi c'est cool comme symbole. J'ai dû regarder la série 2 fois pour tous les trouver, mais tous ces trucs, ça apporte une vraie profondeur à la série. Un autre personnage qui apporte une vraie profondeur d'ailleurs, c'est elle, la chamane. La chamane, c'est un peu ce personnage fou qui dit tout le temps plein de trucs, mais sans qu'on y fasse vraiment attention. Sauf que si t'as déjà vu Harry Potter, bah tu sais bien que le personnage un peu fou qui dit tout le temps plein de trucs, mais sans qu'on y fasse attention, bah ça se pourrait qu'il soit important. Donc on devrait faire attention aux trucs dont je vais te parler juste après. Dans l'épisode 6, pendant le jeu du carnaval, à un moment la chamane elle se retrouve dans la même salle que tout ce beau monde, mais surtout dans la même salle que elle et que lui. Et justement, elle dit un truc à propos d'eux. 네 명줄이 타고난 것보다 더 긴 이유가 있었구나. 네 놈이 여기까지 끌려온 이유가 있었어. C'est chelou, non? J'ai essayé de comprendre cette phrase. J'ai dû regarder genre 10 fois la scène, j'ai cherché à travers tout Reddit dans les interviews des acteurs, mais rien. Personne n'arrive à expliquer cette phrase. Sauf que moi, bah, je pense que j'ai une idée. Déjà, on sait bien que la chamane ne sous-entend pas que Gyun est le père de l'enfant de la joueuse. On sait que le père c'est lui, donc ça c'est mort. Mais donc, est-ce qu'il y aurait un lien de parenté? C'est théoriquement possible. Du point de vue du réalisateur, c'est impossible qu'il ait écrit une ligne de dialogue sans qu'elle ait un sens. Et donc peut-être qu'il attend la saison 3 pour nous l'expliquer. Peut-être que la joueuse 222 est en fait la fille de Gyun. Et que comme elle a grandi et que Gyun ne l'a plus revue depuis longtemps, il la reconnaît pas. Mais en même temps, les timings coïncident pas trop. Et puis ça voudrait dire que sa fille aurait caché l'info pendant tout le jeu. Ça tient pas trop la route. On comprend donc qu'il y a des questions sans réponse dans cette saison 2 de Squid Game. T'inquiète pas parce que des réponses, je vais t'en apporter plein. En parlant de lien de famille, du coup, Squid Game nous montre aussi que le jeu est tellement cruel qu'il en vient à mettre en danger l'une des relations les plus fortes du monde. L'amour inconditionnel d'une mère pour son fils. Laisse-moi te le montrer. On est épisode 3 et pendant qu'on découvre les différents joueurs de cette saison, bah les joueurs aussi font la même chose. Et donc lui, le joueur numéro 007, il croise sa mère. Sa mère est aussi dans le Squid Game. Et pourquoi elle est là? Elle est là pour rembourser les dettes de son fils, le même qui vient de la croiser. Et donc pendant toute la saison 2, on va suivre ces deux petits zigotos. Et il va se passer quelques événements tragiques. À l'épisode 5, après que le deuxième jeu vienne de se finir, le Squid Game lance un vote pour laisser le choix aux joueurs de partir ou non. Tous les joueurs qu'on a suivis jusqu'ici décident de voter pour partir, sauf qu'au moment fatidique, ce joueur 007, il vote pour rester. Trahissant ainsi sa mère. Autre chose, épisode d'après, là c'est encore plus évident, mais on est pendant le jeu du carrousel, et alors que c'est le moment pour les joueurs de former des groupes, le fils est séparé de sa mère, sans qu'il ne puisse rien y faire. Belle métaphore. Le Squid Game l'a forcé à se séparer de sa mère. Le Squid Game a cassé le lien sacré qui existait entre eux. Donc c'est une nouvelle fois un élément de la série qui nous apporte un sens caché. Et donc, sur ce niveau de la critique de Squid Game sur des humains, il nous reste encore deux trucs. Deux grosses analyses qui nous montrent bien à quel point Squid Game, c'est vraiment une série particulière. Et je pense sincèrement que tu les avais pas remarquées. La première, c'est sur lui, Dae-ho. J'espère que je l'ai bien prononcé. Depuis l'épisode 3, il traîne avec Gyun, son meilleur ami, le joueur 1, et donc on a bien appris à le connaître. Sauf que, bah, peut-être qu'on ignorait un truc sur lui. Comme je t'ai dit, Dae-ho, c'est devenu le pote de Gyun, et c'est donc logiquement qu'il le suit dans son expédition lors du dernier épisode. En plus, c'est un marine, donc les combats, bah, ça le connaît bien. Bref, on est pendant le combat, et à un moment, il y a un manque général de munitions. Tout le monde est à court. Les gars, ils savent très bien qu'il y a des munitions dans le dortoir, donc faut juste envoyer quelqu'un aller les chercher. Et ce quelqu'un, bah, c'est Dae-ho. Dae-ho, il part et il arrive dans le dortoir. Il a l'air tout stressé, mais il récupère les munitions. Sauf qu'au moment de les ramener, bah on a cette scène. Et donc, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi il n'est pas capable de les emmener aux gars qui se battent là-bas? Bah, je crois que j'ai une explication. Dae-ho, je te rappelle, c'est un marine, du coup. C'est un marine et il a fait partie du régiment 1140. Il le dit à ce moment de la série. Est-ce que tu connais l'histoire tragique qui s'est passée avec ce fameux régiment 1140? En fait, le 4 juillet 2011, dans un poste de garde côtière situé dans la partie sud de l'île de Ganhwa en Corée du Sud, un soldat, Kim Min-chul, ouvre le feu sur ses collègues à l'aide d'un fusil d'assaut. Il tue 4 personnes et en blesse une autre. Et donc, dans la série, Dae-ho aurait fait partie de ce régiment. Ça expliquerait pourquoi il est terrifié par les coups de feu lors du combat contre les gardes et pourquoi il n'arrive pas à ramener les munitions à ses coéquipiers. Donc je te mentais vraiment pas quand je te disais que la série est vraiment intéressante à analyser. Et
là encore, il reste un dernier point. Un dernier élément du premier niveau de compréhension de cette saison 2 de Squid Game. Son discours sur la morale. En fait, comme dans la saison 1, toute la série s'articule autour de plusieurs conflits. Celui du bien contre le mal, celui du juste contre l'injuste, mais aussi, et c'est le sujet dont je vais parler, celui du moral contre l'immoral. Squid Game cherche à nous questionner sur ce sujet en nous présentant plein de situations dont la moralité est discutable. Pas définie, non, discutable. C'est à nous, spectateurs, de juger si les actions qu'on nous présente sont bien ou mauvaises. Laisse-moi te montrer quelques exemples. Épisode 1. Le recruteur a réussi à s'infiltrer dans l'appartement de Gyun et ils sont donc maintenant tous les deux assis à une table en train de jouer à la roulette russe. 6 coups dans le barillet et un seul létal. Une balle pour 6 chambres. Et ils tirent à tour de rôle. Le premier coup est tiré, rien. Le deuxième, rien aussi. Le troisième, le quatrième et on arrive au cinquième. Il reste maintenant que 2 chambres possibles pour une seule balle. 50% de chance de vivre, 50% de mourir. Et c'est à Gyun de se tirer dessus. Et à ce moment, le recruteur lui dit un truc. 이런 생각이 들 거예요. 게임의 룰이고 뭐고 방아쇠를 한 번 아니면 2번만 당기면 저놈의 면상을 날릴 수 있어. 다만 이거 하나만 인정하시면 됩니다. 너도 다른 놈들이랑 똑같은 쓰레기야. Parce que respecter les règles, ce serait accepter de tirer sa vie à pile ou face. Mais tricher serait immoral. Et donc le recruteur essaye de démontrer que l'homme est immoral et Gyun va lui tirer dessus. Si c'est le cas, il aurait de grandes chances de mourir, mais il aurait au moins prouvé la profonde saleté de l'esprit humain. Sauf que cette question de moralité est en fait un débat. Et Gyun répond par la négative. Il respecte les règles, se tire dessus et échappe miraculeusement à la mort. 50% de chance de mourir, mais 100% de chance d'être moral. Et des situations comme ça où Squid Game questionne la moralité des humains, bah, il y en a un sacré nombre. Autre exemple, on est à l'épisode 3 et c'est le moment du 1, 2, 3 soleil. La meuf nord-coréenne dont je te parlais il y a quelques minutes, celle qui était passée chez le passeur, bah elle est sniper au Squid Game. Et donc son rôle à elle, c'est d'abattre les joueurs qui ont perdu. Elle remplit le rôle des yeux laser de la poupée. Sauf qu'au moment fatidique, au moment où on lui ordonne d'exécuter un joueur, bah elle hésite. Elle hésite tellement qu'elle finit par lui laisser la vie sauve. Est-ce que c'est pour essayer d'avoir une attitude morale alors qu'elle bosse pour le Squid Game qui en est son antithèse? Est-ce que ce serait pas un moyen pour la série de nous alerter sur l'humanité des guerres du Squid Game? Un moyen de nous dire que c'est pas que de simples pantins tuant la demande de leur supérieur? Encore d'autres questions sur la morale. Un dernier exemple, probablement le plus marquant. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le frontman est tout sauf un manga? Il dirige le Squid Game, gagne sa vie en torturant des gens, ça m'a pas l'air clean tout ça. Alors pourquoi à l'épisode 4 la question se pose? Pourquoi dans cet épisode on a une scène qui pourrait nous faire penser qu'au fond le frontman a un semblant de conscience morale? Laisse-moi te le montrer. On est à la 12e minute de l'épisode, donc l'épisode 4. Et à ce moment, Thanos, un des joueurs un peu particuliers, il est en train de se battre avec lui Myung-gi, qui est un autre joueur particulier. Myung-gi aurait arnaqué Thanos en dehors du jeu et donc Thanos veut lui faire payer. Sauf que le frontman décide d'intervenir. Le frontman déguisé en joueur, il voit le combat et il peut pas laisser passer ça. Du coup, il se lève, il se rapproche de Thanos et en 5 coups... il le cloue au sol. Et à ce moment, alors même qu'il aurait le moyen de le frapper à mort, la série utilise un long plan fixe de sa tête pour nous montrer qu'il hésite. Le tuer serait grisant pour lui mais immoral, et le laisser vivre serait frustrant mais moral. Et après une longue réflexion, bah il choisit la moralité. Comme quoi, même lui possède un semblant de conscience morale. Sauf qu'en fait, tout ça, bah c'était que le premier des 7 niveaux de compréhension que Squid Game possède. Le plus simple, le moins profond, et plus on va avancer, plus on creusera dans la série, plus on rencontrera des thèmes perchés, des analyses impossibles à prévoir, voire même la réponse sur le vrai sens de la série. Donc, dès maintenant, laisse-moi t'emmener dans le 2e niveau de compréhension de Squid Game. Niveau 2, une critique de la société. La première critique que fait Squid Game sur la société, c'est sur notre manque de responsabilisation. La série veut communiquer que les humains ont trop tendance à blâmer les autres pour leurs propres erreurs, et elle nous montre à quel point cet état d'esprit est ridicule avec différentes scènes. Je suis content parce que c'est un sujet qui me parle. Sur ce sujet, la série utilise 4 scènes pour nous en parler. Ok, le 2e jeu vient de commencer et son principe est très simple. Les joueurs ont dû former des équipes de 5 et ces équipes vont devoir traverser un circuit sur lequel sont présents 5 mini-jeux différents. 5 étapes pour 5 joueurs. Et tout le monde est menotté par les pieds aussi, parce que sinon ce serait pas drôle. Donc tout le jeu est réfléchi pour que les joueurs ne se responsabilisent jamais. Chaque joueur est responsable de son propre jeu et a donc 80% du temps où l'avancement de son équipe ne repose pas sur ses propres épaules. Il n'y a pas meilleure manière pour qui se considère donc comme non responsable de l'éventuel échec de son équipe. Et d'ailleurs, pour nous illustrer ça, la série nous montre une équipe où l'un des joueurs n'arrive pas à passer une étape. Tous ses coéquipiers, des gens normalement censés le soutenir, l'insultent car il réussit pas à faire avancer l'équipe. Tout ça alors que leurs insultes font probablement partie de la raison pour laquelle leur coéquipier n'y arrive pas. Un peu ridicule comme situation. Et donc, tu comprends l'idée. La 2e scène, elle est dans l'épisode 6. On vient d'avoir une scène qui nous montre à quel point rejeter la faute sur les autres est ridicule, et cette fois ça va être le fait de trop se soutenir qui va l'être. Ok, est-ce que
tu te rappelles de ce gars qui avait croisé sa mère dans le jeu et qui avait l'air très attaché? Bah, je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans le jeu du carrousel va arriver un moment où ils vont être séparés. Et au moment des retrouvailles, regarde la réaction du fils. Je peux comprendre qu'il soit dans un état de choc. Je peux comprendre que l'idée que sa mère soit morte l'a terrifié. Mais la façon dont il pleure, je suis sûr que c'est la série qui essaye de nous communiquer que Young-sik, donc le 007, ne sait pas se responsabiliser. Je suis sûr que cette réaction si particulière est un moyen de nous communiquer que ce fils n'a jamais été séparé de sa mère et qu'il ne sait pas vivre sans son aide. Et donc, Squid Game parlerait de l'émancipation autant que de la responsabilisation. Pour appuyer cette idée, une dernière scène. On est épisode 7 et les joueurs sont en train de se battre dans les toilettes. Rond contre croix et le combat est sanglant. À l'extérieur de ces toilettes, 2 gardes sont placés. Ils sont sans réaction et acceptent totalement la situation. Comme s'ils disaient aux joueurs de prendre leurs propres responsabilités et d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Toujours dans cette idée de se responsabiliser du coup. Mais ça, tout ce truc sur la responsabilisation, bah c'était que le premier sujet. Car la responsabilisation n'est pas le seul sujet philosophique que la série aborde. Le Squid Game parle aussi de liberté. Ou enfin plutôt d'une illusion de liberté. T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Épisode 3. Gyun vient d'arriver dans le Squid Game et selon son plan élaboré avec le policier, le traceur qu'il a dans la bouche est censé leur permettre de le retrouver. Sauf qu'on est à la 23e minute. Et alors même que le premier jeu est sur le point de commencer, Gyun se rend compte que son traceur lui a été retiré. La caméra fait un dolly zoom, on reparlera de ça un peu plus tard, mais surtout ça nous permet de comprendre un truc. L'organisation du Squid Game ne lui a pas juste retiré le traceur de la bouche. Ils lui en ont mis un faux. De telle sorte qu'au moment où Ji-Hoon se réveille pour la première fois dans le dortoir, en vérifiant sa bouche, il sent avec sa main le traceur. Donc le Squid Game a bien réfléchi son action. Il voulait créer une sensation de liberté chez Gyun dans le sens où le traceur aurait pu lui permettre d'être retrouvé. Tout ça pour que cette même sensation soit détruite quelques instants plus tard au moment de la révélation. Une illusion de liberté. C'est fort. Et d'ailleurs sur cette illusion de liberté, il y a un deuxième élément. Ces oiseaux-là. Très sympa, mais je développerai le sujet juste après. Donc Squid Game parle du fait de se responsabiliser, de la liberté, mais la série parle aussi de thématiques beaucoup plus actuelles. Squid Game dénonce ainsi la transphobie. Déjà, on a une personnage trans. C'est cool comme idée et ce personnage il permet de questionner certaines pratiques. Par exemple, c'est la mère de 007 qui tient dans l'épisode 3 des propos transphobes. C'est aussi l'ensemble des joueurs qui refusent de faire équipe avec elle lors du second jeu. Mais surtout, parce que ça c'est des éléments que t'avais dû remarquer, le truc vraiment intéressant il se passe dans l'épisode 5. Dans l'épisode 5, à la 46e minute, Yoon-ju, donc la personnage trans, elle raconte son histoire. Elle raconte que sa transition lui aurait posé problème dans sa carrière professionnelle. Avant, tout allait bien, mais au moment où elle a révélé qui elle était vraiment, l'armée l'a virée. Et cette histoire, en plus d'être triste, bah cette histoire elle est vraie. Yoon Hee-so est une femme qui a rejoint l'armée coréenne en 2017. Et tout allait bien. Sauf qu'en 2019, elle a fait sa transition. Et là, c'était le début des cauchemars. Quand elle revient dans l'armée, sa transition est considérée comme une incapacité mentale ou physique et elle est virée. 1 an plus tard, elle est retrouvée morte à son domicile. Donc c'est une histoire bien tragique. Et donc le personnage de Yoon-ju est directement inspiré de cette histoire. Tout concorde. Et je rappelle que toute cette histoire, elle se passe dans l'armée coréenne. Et Squid Game, c'est une série coréenne aussi. Donc en faisant ça, la série critique son propre pays en questionnant certains aspects de sa culture. C'est osé. Et c'est pas le seul truc. Squid Game critique aussi le profond sexisme de la société coréenne grâce à une scène du second jeu où on peut remarquer que la mère de 007, bah elle a beaucoup de mal à trouver une équipe en raison du sexisme qui pullule dans toutes les équipes où elle se propose. Donc Squid Game, c'est aussi une série engagée et qui critique donc par extension notre société. Sauf que tout ça, bah en fait c'était plus ou moins des suppositions de ma part. Des suppositions basées sur des analyses et des éléments concrets, mais tout de même des suppositions. Sauf que le dernier thème, le dernier sujet à travers lequel Squid Game critique la société, bah c'est littéralement celui dont le réalisateur répète tout le temps qu'il est le thème principal de la série. Et tu sais ce que c'est? L'extrême violence de notre société et sa polarisation. Vu que c'est le sujet originel de Squid Game, bah on le retrouve dans la quasi-intégralité de la série. Laisse-moi te guider à travers elle pour te le montrer. Épisode 1. La série commence par nous montrer l'extrême violence de notre monde avec ce plan de Gyun ensanglanté filmé depuis le point de vue d'un enfant, mais aussi ce plan du recruteur qui écrase des viennoiseries qu'il aurait pu donner à des SDF dans le besoin. Juste après, on a les mafieux que Gyun avait engagés pour retrouver le recruteur qui se font tabasser, puis l'un de ces deux mafieux qui finit carrément par être tué. Épisode 3. La série nous montre la polarisation de notre société grâce à ce plan à la 30e minute d'un cabaret à l'apparence tranquille servant à jouer de la musique pour agrémenter le visionnage du frontman. Et en plus, on a aussi ce joueur, Thanos, qui décide sans aucune raison valable de tuer plein d'autres joueurs, et on a aussi le fait qu'au premier vote, on découvre que chaque vote entraîne une catégorisation dans un camp afin que les joueurs s'y regroupent et s'aident entre eux pour se battre contre leur nouvel ennemi.
Épisode 4. Une grosse baston dans le dortoir, une correction qui frôle le meurtre et un gros plan sur des menottes. Épisode 5. Cette fois, on a littéralement la préparation par les potes de Gyun d'un plan en cas d'attaque de l'ennemi, ainsi que tout un jeu reposant sur la formation de groupe et donc l'exclusion violente de joueurs. Épisode 6. Un avant-dernier épisode avec de nombreux morts, une division spatiale des joueurs pour montrer leur polarisation et une bataille générale ultra sanglante. Épisode 7, le clou final. Cette fois, pour nous montrer l'extrême violence de notre société ainsi que sa polarisation, l'épisode se compose d'une baston dans les toilettes provoquant plusieurs morts, d'une autre baston dans le dortoir avec encore des morts, d'une troisième baston cette fois-ci contre les gardes, et pour finir du fait que les seuls membres joignant l'expédition de Gyun contre le Squid Game soient des croix. Donc tu comprends bien que cette critique de l'extrême violence et de la polarisation de notre société est vraiment un thème important pour le réalisateur. C'est pas celui le plus profond ou même le plus compliqué, mais il est essentiel à la série dont je me devais de le citer. Ceci dit, un thème beaucoup plus complexe et qui est toujours d'ailleurs dans cette idée de forte polarisation, c'est toute la relation entre Gyun et le frontman. Niveau 3, la relation entre Gyun et le frontman. La relation entre Gyun et le frontman, c'est peut-être l'élément central de la série. Tout tourne autour de ça et c'est donc l'un des éléments les plus intéressants à analyser. Cependant, c'est pas le plus complexe ou même le plus perché, donc ce n'est que le niveau 3 sur les 7 qui sont présents. Mais je vais quand même te le présenter. Déjà, présentons les deux sujets de notre analyse en commençant par le frontman. Le frontman, pour faire un bref résumé, c'est le chef du Squid Game. Sauf que la particularité de cette saison 2, c'est que dans cette saison, le frontman, il participe au jeu. C'est lui le joueur 001. Et donc, il va essayer de manipuler son. Mais ça, on en reparlera plus tard. Déjà, le frontman, il commence par nous raconter son histoire. Et cette histoire, elle a une petite particularité. Tu vas voir ça. Dans le 4e épisode, donc, le frontman, il la raconte à Gyun. Je précise que nous, spectateurs, on la connaît déjà, cette histoire. Et on sait par exemple que la femme du frontman est morte il y a quelques années. Sauf que quand il raconte son histoire à ce moment, il explique à Gyun qu'il participe au jeu pour avoir l'argent de sauver sa femme. Sa même femme qu'on sait être morte. Donc c'est louche. Et surtout, ça pose une question. Gyun ne sait pas que la femme du frontman est déjà morte. Donc pourquoi ce dernier lui ment en racontant qu'il joue pour la sauver? Est-ce que ce serait pour essayer de le contrôler? Pour le mettre en confiance en lui racontant les épreuves difficiles de sa vie? Peut-être même que ce serait pour que Gyun lui accorde sa totale amitié. L'homme qui pleure sur ton épaule est rarement celui qui te poignardera dans le dos. Donc, tout s'expliquerait alors. Mais en plus, le truc grave, c'est que Gyun va probablement le croire parce que notre gars, c'est quelqu'un de très innocent. Et comment je sais ça? La série nous le dit littéralement. En gros, je t'explique. Gyun habite au Pink Motel. Pink, donc le rose qui est la couleur de l'innocence. Donc Gyun vit littéralement dans l'innocence. Sympa ce truc des couleurs, non? T'inquiète, c'est toute une partie complète dans la suite de la vidéo. Donc, le frontman manipule facilement Gyun et ça ajoute un élément à leur relation un peu compliquée. Et bref, ce conflit entre lui et le frontman, c'est quand même un sacré morceau. C'est tellement un gros morceau d'ailleurs que je vais te guider épisode par épisode pour le décortiquer. Déjà, faut savoir leur motivation. Quelle est la base de leur conflit idéologique? Selon le réalisateur, le frontman chercherait à montrer que l'humain est égoïste et mauvais alors que Gyun tenterait de le démentir en démontrant la bonté de la race humaine. Du coup, on va analyser l'épisode 4, 5 et 7 en se basant sur cette problématique. Épisode 4. On est à la 6e minute et le frontman est parti voir Gyun pour lui poser quelques questions. Et l'une des questions qu'il lui pose c'est: pourquoi est-il revenu au jeu s'il l'a déjà gagné? Pourquoi re-risquer sa vie pour de l'argent si on en a déjà des milliards? Par égoïsme, c'est ce que le frontman sous-entend selon moi. Cependant, je pense que cette question a un autre objectif. Cette question, elle permet à Gyun de lui répondre en expliquant la raison de son retour. Et du coup, le frontman, il fait d'une pierre deux coups. En même temps, il apprend pourquoi Gyun est revenu et en même temps aussi, apprendre que c'est pour détruire le Squid Game permet à Gyun de se sentir comme un héros. Et ça, c'est super important. C'est super important car il faut qu'il se considère comme un héros et comme un homme bon pour que le plan final du directeur marche. Celui que je vais t'expliquer d'ici 30 secondes. Et donc, cette scène, elle est super. Et ce prémisse de conflit idéologique, il va se développer dans la suite. Épisode 5. Dans l'épisode 5, à la fin de l'épisode 5 plus précisément, Gyun, il est en train de parler avec toute sa team. Il est en train de leur expliquer qu'avec la nuit qui arrive, tout le monde devrait se protéger en cas d'attaque de l'ennemi. Et quand il dit ça, le frontman, il a une réaction plutôt intéressante. En gros, il essaye de faire dire à Gyun que l'homme est mauvais. Il essaye de gagner le conflit idéologique en faisant capituler son adversaire. Je m'explique. Quand Gyun parle du fait de se protéger d'une éventuelle attaque, le frontman y répond que c'est inutile parce que personne ne penserait à s'entretuer dans ce dortoir. L'homme est pas assez cruel pour ça. En gros, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire répondre Gyun par la négative et donc lui faire dire que l'homme est mauvais. Et il réussit. Quand il entend ça, Gyun y répond que des hommes se sont déjà entretués dans ce dortoir et que si, les hommes peuvent être assez cruels pour le faire. Et donc là, ça fait 1-0 pour le frontman parce que dans leur conflit idéologique bien versus mal, Gyun vient d'avouer que l'homme est mauvais et il vient donc de soutenir l'idée du frontman. Mais le clou du spectacle, c'est le dernier épisode.
Épisode 7. Le dernier épisode, c'est celui où le conflit atteint son apogée. Peut-être qu'il se continuera pendant une saison 3, mais ce qui est sûr, c'est que dans cet épisode, il atteint son point culminant. On est à la 46e minute et le frontman vient de trahir Gyun en tuant 2 des joueurs qui l'accompagnaient. 5 minutes plus tard, il revient vers lui, cette fois avec son masque, et il vient poser une question à notre héros. En fait, tout son stratagème, tout le plan de Gyun pour renverser le Squid Game, la confiance qu'il avait en le joueur numéro 001, tout ça c'était un mensonge. Un mensonge orchestré pour que Gyun se rende compte de la conséquence de ses actes. Qu'il se rende compte que si son meilleur ami vient de mourir à l'instant, bah c'est à cause de ses actions à lui. En gros, Gyun n'est pas une bonne personne. Et donc, le frontman a gagné leur conflit idéologique. Ceci dit, on peut quand même analyser comment le frontman a peu à peu gagné la confiance de Gyun. Parce que s'il l'a laissé partir en expédition, s'il lui a donné un chargeur et tout ça, c'est parce que Gyun avait profondément confiance en lui. Et tu t'en doutes bien, c'était calculé ça aussi. Laisse-moi te montrer comment. Au début de l'épisode 4, le frontman il vient voir sans aucune raison valable Gyun. Et il veut faire alliance. Sauf qu'il sait très bien que ça va pas être aussi simple. Donc, regarde ce qu'il fait. Au moment où le frontman vient se présenter à lui, bah il est entouré par plein de gens. Pourquoi? Parce que ça inspire confiance. Si le frontman est entouré de plein de gens, c'est qu'il doit être important ou bien alors gentil. Donc, dans les deux cas, ce serait une bonne idée pour notre héros de faire alliance avec lui. Même truc, dès le début de leur relation, le frontman il pose un maximum de questions pour créer une relation avec Gyun. Il sait que tout homme aime trouver oreille pour écouter ses paroles, donc il se propose d'être cet auditeur. Et c'est aussi pour cette raison qu'il lui confie des souvenirs douloureux en lui racontant l'histoire de sa vie, d'ailleurs. En fait, le frontman fait un ensemble d'actions calculées pour emmener Gyun à lui faire confiance. Par exemple, il le défend 18 minutes plus tard, ou bien alors il promet à Gyun qu'il va voter pour partir du jeu un épisode plus tard encore. En fait, le frontman cherche à créer une relation de confiance avec notre héros. Une relation de confiance qui servira à rendre d'autant plus douloureuse la révélation du mensonge à la fin. Par contre, pour finir sur ce niveau de compréhension, la façon dont le Squid Game, et plus particulièrement la façon dont le frontman ment ouvertement à Gyun, bah, elle me fait un peu penser à la manière dont l'hôpital de Shutter Island mentait à Teddy. Dans le sens où tout le monde est au courant de la supercherie, mais personne ne l'arrête. Tout est réfléchi pour que le personnage, Teddy ou Gyun, se sente comme un héros et pour qu'il continue son auto-mensonge jusqu'à que la révélation finale arrive pour le ramener à la réalité. Je sais pas si c'est voulu de la part de la série, mais je trouve le parallèle plutôt pertinent. En parlant de cinématographie, je pense qu'on va pouvoir commencer l'un des plus gros niveaux de cette vidéo. Le niveau qui m'a demandé le plus de recherche, celui avec le plus d'éléments cachés et d'analyses ultra poussées. Niveau 4, une analyse cinématographique de Squid Game. La cinématographie dans Squid Game, c'est quand même un sacré sujet. La série peut avoir l'air simple au premier abord, mais en réalité, toute sa réalisation cache un nombre incroyable d'indices sur le sens de la série. Par exemple, la façon dont le frontman est filmé. Le frontman, donc, tu l'as compris, mais c'est l'un des personnages les plus importants de la série. Il occupe une place centrale dans l'intrigue, et c'est donc d'autant plus intéressant d'analyser la manière dont il est filmé. Laisse-moi te montrer. Épisode 3. Cette scène, c'est la première fois où on aperçoit le frontman déguisé en joueur. Jusqu'à là, il ne participait pas au jeu, mais à ce moment, on découvre sa présence. Et regarde ce que la série fait. Maintenant, les joueurs vont voter afin de décider si le jeu s'arrête maintenant. Sauf qu'il y a égalité. Une égalité parfaite entre le nombre de joueurs souhaitant rester et le nombre de joueurs souhaitant partir. Du coup, le dernier vote est décisif. Et comme les joueurs votent dans l'ordre décroissant, c'est le joueur 001 qui a le privilège de clôturer le vote. Du coup, la série nous le montre. De dos, avançant lentement, prenant du temps pour faire sa décision. Puis, il se retourne. Et on découvre que c'est le frontman. Et donc, cinématographiquement, bah c'est trop intéressant. La manière dont la série nous le montre de dos, la manière dont le reveal de sa tête est effectué au tout dernier moment, c'est franchement trop cool. En vrai, c'est encore rien. Ce truc c'était cool, mais c'est anecdotique par rapport au truc que fait la série dans l'épisode d'après. Je sais pas si tu t'en rappelles, quand je te parlais de la manière dont le frontman essayait durant toute la série de gagner la confiance de Gyun. Je t'avais parlé de cette scène, non? Et je t'avais même parlé du fait que le frontman est entouré de plein de gens et que du coup c'était pour montrer que Gyun devait lui faire confiance, non? Bah, ce truc c'est voulu. Ce placement si particulier des acteurs, cette façon de le filmer, ce timing, tout est calculé. Et c'est trop fort. Faire passer d'aussi grands messages juste avec des plans, c'est génial, non? C'est comme le moment où il a 2 doigts de tuer Thanos. Le fait que la série nous fasse un plan ultra long de sa tête au moment où il s'apprête à tuer Thanos. Tout ça pour nous montrer qu'il hésite et que la longueur de ce plan n'est qu'un reflet de la longueur de sa réflexion. C'est vraiment cool tout ça. C'est pour ça que ce niveau de compréhension, les éléments de cinématographie dans Squid Game, non, tu vas voir, c'est quand même assez fou. Un autre élément que j'avais aussi cité un peu plus tôt dans la vidéo, c'était l'acting du policier. À l'image de Chris dans Get Out qui nous faisait comprendre avec ce simple sourire que cette famille elle est quand même un peu raciste, à l'image de
ça, ce oui de la tête au moment où il répond non à la question de l'identité de la personne qui lui a tiré dessus, c'est incroyable. Il y en a un deuxième dans cette scène où il baisse les yeux par honte d'avoir menti à Gyun sans que ce dernier le sache. Tout ça c'est ce que j'appelle de l'acting subtil. Des petits trucs, des petits mouvements du visage d'un acteur, des petits mouvements qui veulent tout dire. Peut-être bien que je ferai une vidéo dessus un jour. Mais donc une nouvelle fois, l'acting subtil comme le traitement cinématographique du frontman, ça reste des éléments assez simples. Des éléments sympas que la plupart des gens n'avaient pas remarqué, mais ça va pas aussi loin que notre sujet d'après. Le placement de la caméra et des acteurs dans Squid Game. Le nombre de trucs qu'on peut comprendre en analysant seulement la position de la caméra et des gens qu'elle filme, ça c'est ouf. Laisse-moi te montrer tous ces éléments en parlant de chaque épisode un par un. Et accroche-toi bien parce que ça risque d'être chargé. Épisode 1. Au tout début de la série, on retrouve Gyun dans un aéroport. C'est dans ce fameux aéroport que notre gars va changer d'avis sur son voyage pour finalement tenter de détruire le Squid Game. Et donc, après avoir pris sa décision, après que tout ça soit acté, Gyun y va aux toilettes. Il a deviné que le jeu lui avait implanté un traceur derrière l'oreille, donc il décide de se l'enlever. C'est franchement gore, et donc pendant qu'il est en train de faire tout ça, il y a un enfant qui rentre. Et la caméra se met à sa place pour nous montrer un Gyun rempli de sang, pour qu'on puisse s'identifier à cet enfant et comprendre à quel point cette vision peut faire peur. 26 minutes plus tard, on suit le recruteur en train de proposer des jeux à gratter et de la nourriture au SDF. Et pour bien nous montrer à quel point il les domine, à quel point le recruteur se sent au-dessus des gens dans le besoin, on a ce plan en contre-plongée où le recruteur cache le soleil. Ce plan pour bien nous montrer l'imposante présence qu'il manifeste. Et d'ailleurs, il y a un autre truc à analyser dans ce même plan, mais on en reparlera plus tard. 5 minutes après, et le recruteur d'ailleurs est toujours filmé de la même manière pour continuer d'appuyer le message d'avant. À la 40e minute aussi, alors même que Gyun le cherche, ce plan nous montre que notre héros ne va pas le trouver tout de suite vu qu'il est derrière, mais aussi que le recruteur le domine et même que Gyun est dans le flou vis-à-vis de la situation grâce au flou appliqué sur le recruteur au début du plan. Technique celui-là. Pour finir, une minute plus tard, à la 41e minute, on retrouve notre recruteur adoré en train d'expliquer les règles d'un jeu morbide aux deux mafieux de Gyun qu'il a capturés. Et quand il leur explique les règles, c'est la seule fois où il est filmé au même niveau que notre vue. La seule fois où il ne paraît ni plus grand ni plus petit. Pour nous montrer que ce moment est l'unique instant où le recruteur se considère comme l'égal de ses interlocuteurs. Épisode 2. Le seul truc sympa que j'ai trouvé dans l'épisode 2, c'est un truc dont je t'avais déjà parlé, la nord-coréenne dans l'action face aux passeurs dans l'inaction. Épisode 3. Cet épisode, il est un peu plus chargé. Déjà, tout d'abord, l'un de mes éléments préférés. Quand la série nous montre les gardes pour la première fois à la 4e minute, ces gardes ils sont filmés de sorte à ce qu'on aperçoive leur visage à travers leur masque, histoire de nous montrer qu'il y a des humains derrière cette figure froide et cruelle. On en reparlera de ce truc d'ailleurs. Dans la même scène, regarde comment les gardes sont situés au-dessus des joueurs dans l'espace. Ils sont légèrement surélevés afin qu'on comprenne que c'est eux les gens qui dictent les règles ici. 38 minutes plus tard aussi, lors de la première scène de la tirelire, au moment où le Squid Game montre aux joueurs la somme pour laquelle leurs vies sont risquées, à l'image de la saison 1, tous les joueurs ont le regard rivé vers l'argent. Ils se regroupent au centre tels des zombies. Tout ça pour nous montrer que l'argent déshumanise les gens, vu qu'un zombie n'est par définition plus un humain. Sinon, aucun rapport, mais au moment du vote de fin d'épisode, le même vote durant lequel on apprendra la présence du frontman au sein des joueurs, au moment où le troisième joueur commence à s'avancer vers les gardes pour voter, la série nous fait ce plan filmé d'en haut, afin de montrer la claire délimitation entre les deux camps, ainsi que le fait qu'il y ait autant de gens souhaitant partir que de gens souhaitant rester. Un plan donc annonciateur de l'égalité qui va le suivre. Épisode 5. On est pendant le deuxième jeu, et note comment la scène de victoire de l'équipe qui vient tout juste de jouer, cette équipe, note comment la joie des joueurs nous est montrée telle une liesse de victoire de Coupe du Monde. Les joueurs sont tellement contents de voir qu'un groupe a réussi à survivre qu'ils s'enlacent, gravant ainsi dans le marbre la possibilité de leur survie. Autre truc, en parlant du joueur sans main d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, mais l'épisode 5 marque le moment où son histoire tragique nous est révélée. Remarque comment, à chaque fois que Kyunju dit s'être senti seul en raison de sa transition, la série la cadre seule à l'écran, appuyant ainsi encore plus sa solitude. C'est assez fort, mais c'est pas tout pour cet épisode. 3 minutes plus tard, c'est cette fois le joueur youtubeur, lui, qui est filmé encerclé par Thanos et ses sous-fifres, dépeignant ainsi l'harcèlement sans issue dont il est victime. Épisode 6, l'épisode 6, c'est l'épisode du carrousel. Et la 15e minute, c'est la minute de la scène de la mort de Youngmi. Youngmi qui meurt car le joueur youtubeur est rentré dans cette salle au dernier moment, laissant donc l'autre joueuse dehors. Regarde comment, juste après que Youngmi se soit fait tirer dessus, tous les gens dans la salle font attention à s'éloigner au maximum du youtubeur. Comme si le meurtre qu'il avait commis l'avait rendu venimeux. Épisode 7, le dernier épisode, est probablement l'un de ceux avec le plus de plans intéressants à analyser. Comme ce plan par exemple. Squid Game qui nous montre l'impassibilité des gardes face au massacre ayant lieu derrière la porte, ou encore cette autre scène sur le bateau. En gros, pour que tu la comprennes bien, faut savoir que dans l'équipe de recherche du policier, il y a un pilote de drone. Et ce pilote, il se réveille. Il aperçoit la lumière sur le pont, et en rentrant dans la cabine du capitaine, il le découvre recroquevillé au sol, bidouillant son drone à lui. Le capitaine sait qu'il a été pris
en plein dans l'acte et donc regarde comment il se place spatialement entre le pilote et son drone. Tout ça pour empêcher que ce dernier ne puisse apercevoir les manipulations qu'il y est effectuées. 3 minutes plus tard, on est revenu dans le jeu et à ce moment de la série, les joueurs se sont regroupés en groupes d'opinion afin de manifester leur volonté ou non de quitter le jeu. Et on peut remarquer que ce plan, nous montrant tous les joueurs ayant voté pour partir, est filmé de manière à ce qu'on soit écrasé par le nombre d'acteurs. Le plan est spécialement réfléchi pour qu'on se rende compte du nombre écrasant de joueurs désirant partir. Autre truc, 17 minutes plus tard, à la 25e minute de l'épisode 7 plus précisément, Gyun est en train de faire un discours pour enrôler des gens dans sa rébellion contre le Squid Game. Et du coup, la série nous le montre de dos, dépeignant ainsi sa figure de leader plus que son individualité de Gyun, mais surtout elle nous le montre parfaitement au milieu du dortoir. Gyun n'est ni penché vers les croix, ni penché vers les ronds, et souhaite donc rassembler dans sa quête plutôt que de diviser. Encore un élément qui nous en dit beaucoup sans pourtant même utiliser de mots. C'est ça une bonne série. Et franchement, là je viens d'expliquer tous les éléments de la série qui utilisent le placement de la caméra pour nous communiquer des choses, mais c'est loin d'être le seul élément cinématographique présent dans la série. Les zooms par exemple. Les zooms c'est un élément de réalisation simple, une simple mécanique de caméra qui permet de transmettre des messages. Comme ce dézoom pour appuyer le comique de ce portrait robot, ou cet autre dézoom beaucoup plus lent qui nous révèle le fait que la Nord-Coréenne est une sniper du Squid Game. Sauf que ça va plus loin. Les zooms c'est pas juste un truc qui est là pour révéler des choses. Des zooms, leur timing ou même la manière dont ils sont effectués, c'est des trucs qui peuvent vouloir dire plein de choses. Par exemple, dans Squid Game, les zooms mais aussi la réalisation en général, tout ça nous partage un truc. C'est que la caméra est humaine. Ou plutôt, la caméra donne l'impression d'être humaine. L'une des choses que la série adore faire, c'est des zooms non naturels. Ce genre de zoom. Ce genre de mouvement qui nous donne l'impression d'être dans la série. Que ce soit à travers les yeux d'un spectateur comme ce zoom là, mais aussi les yeux d'un joueur ou même les yeux d'un garde. Et ces zooms, ces mouvements de caméra, ça donne une impression assez bizarre. Laisse-moi te montrer quelques scènes en détail pour que tu comprennes mieux de quoi je veux parler. On est à l'épisode 3 et à ce moment, Gyun il est en train de parler aux joueurs pour essayer de les convaincre de rester. Et donc tout ce discours il est filmé par une caméra tenue à la main. On peut le remarquer grâce aux légères secousses que ce type de plan entraîne. Et du coup, pendant que Gyun fait son discours, la caméra le suit des yeux. Il commence à parler du compteur de vote, la caméra lève les yeux pour le regarder. La série veut qu'on se sente comme un joueur en fait. Et c'est assez particulier comme sensation. D'ailleurs, c'est cette même tactique qui est utilisée à l'envers dans l'épisode 5. Dans l'épisode 5, on a une scène où les joueurs se plaignent que le dernier jeu n'a pas été assez meurtrier. Assez lunaire comme plainte quand même. Et donc pendant qu'on écoute cette plainte, la caméra vient se transformer en garde, suivant ainsi du regard les différents joueurs de l'assemblée de manière naturelle. Donc c'est pas anodin ce type de plan. Nous mettre à la place d'un joueur ou d'un garde, ça permet déjà de dynamiser la série, mais ça nous permet surtout de nous faire comprendre les deux points de vue, nous faire expérimenter les deux opinions afin de déterminer de notre propre chef celle qu'on désire suivre. Et donc tu comprends bien que la manière dont une scène est filmée est rarement un élément anodin. Ce qui fait que je me pose des questions sur une scène en particulier. Au milieu de l'épisode 2, au moment où Gyun est en train de se faire installer un traceur dans la bouche pour qu'il puisse être suivi dans le Squid Game, la série fait un truc assez particulier. L'opération vient d'être finie et donc on a ce gars qui paye le docteur puis qui s'assure que personne n'est là pour espionner l'échange qui vient d'avoir lieu. Pourquoi la caméra est située à cet endroit, comme si on était quelqu'un les espionnant? Pourquoi? Surtout que c'est pas utilisé plus que ça dans la série. C'est louche cette histoire. Tous ces plans, toute cette manière de filmer, c'est vraiment pas un truc à sous-estimer. Et pour revenir sur les zooms, j'aimerais te parler d'un élément assez sympa que fait la série. Ok, on est pendant l'épisode 3 et Gyun vient de se rendre compte que son implant qu'il avait placé dans sa bouche, il lui a été pris. Et du coup, Squid Game nous montre son désarroi en faisant cet effet, un dolly zoom. Et le dolly zoom, c'est quand même un sacré sujet. Le dolly zoom, c'est un effet de caméra qui a été inventé par mon film préféré, Vertigo de Hitchcock. Un film sorti en 1958. Ce film, il est vraiment fou, mais surtout ce film, il a cette scène. Cette scène où le héros qu'on suit souffre de vertige. Il souhaite rattraper l'amour de sa vie qui tente de se suicider et donc au moment où il est en train de monter les escaliers, on a cet effet. Cet effet si particulier. Le dolly zoom donc. La caméra qui recule tout en opérant un zoom avant. Et c'est ce même effet que Squid Game réutilise. Y a rien de révolutionnaire, hein. Le dolly zoom on le retrouve partout. Les Dents de la Mer, E.T., La Haine ou même Le Roi Lion, rien de révolutionnaire donc. Mais c'est une belle référence à l'histoire du cinéma. Et ça vient donc encore appuyer le fait que Squid Game n'est pas qu'une simple série sans intérêt faite par pure cupidité. Bref, un autre truc sur lequel Squid Game est particulièrement fort, c'est sa réalisation. La série est truffée de plans, d'ambiance ou même de compositions qui sont ultra intéressantes à décortiquer. Laisse-moi le faire pourtant. On est pendant l'épisode 2 et Gyun vient d'essayer d'appeler sa fille. Sa fille qui se trouve donc aux États-Unis, je te rappelle. Pendant qu'il l'appelle, notre Gyun il prononce pas un mot, comme s'il osait pas adresser la parole à la prunelle de ses yeux. Ça, c'est déjà un truc. Sauf que juste après avoir fini l'appel, regarde comment la série nous montre ce plan. Ce plan où il est sur l'extrémité, seul dans une pièce remplie de bazar. Comme si la série essayait de nous
transmettre un message sur sa vie. Dans un autre registre, l'épisode 2 se finit par une scène de la nord-coréenne qui rentre dans un camion. Camion servant à emmener les gardes à l'intérieur du Squid Game. Et regarde comment pendant toute la scène, toutes les cabines, tous les camions, tout se ressemble. Le seul truc qui fait la singularité des gardes, c'est leur numéro. La série nous montre donc qu'ils sont totalement déshumanisés. Épisode 5. On est au tout début du jeu où les joueurs doivent passer à travers 5 mini-jeux et on a ce plan. Un plan assez, bizarre. Je savais pas trop comment le catégoriser. En fait, on est pendant le deuxième jeu donc et quelques équipes viennent de passer. Ou enfin de trépasser plutôt. Et c'est maintenant au tour de 7 équipes. Et pour clore l'épisode, la série nous montre ce plan. 5 enfants se serrant la main, 3 blancs, 2 bleus, une seule question. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce plan? Au début, je pensais qu'il annonçait la mort de 2 personnages, sauf qu'en regardant aux extrémités du groupe, y a que elle qui est morte. Donc ça colle pas. Est-ce que ça veut dire que lui, il va mourir aussi? Ou alors qu'il a un quelconque lien avec elle? Je sais pas du tout. En tout cas, c'est un plan cryptique que j'arrive pas à m'expliquer. Mais c'est pas le seul. Il reste encore quelques éléments de la réalisation de la série, quelques plans de l'épisode 7 qui valent la peine d'être cités. À la première minute, alors même que le youtubeur s'est caché dans des toilettes pour échapper au combat, la caméra, elle sort des toilettes pour nous montrer le cruel théâtre qui continue de s'y jouer. À la 17e minute aussi, pendant le combat entre les joueurs, la série utilise des flashs de lumière pour nous faire comprendre la panique de la séquence. 3 minutes plus tard aussi, le plan des gardes se préparant à intervenir est filmé en ultra grand angle de manière à nous montrer le nombre débile de soldats dépêchés pour la mission. Et enfin, à la 32e minute, alors même que Ji-hoon et sa team sont partis en expédition, le garde qu'ils avaient capturé reconnaît le frontman et la série utilise un petit SFX pour nous mettre sur la piste d'un éventuel problème. Mais bref, tout ça c'était que des exemples. Et en vrai, tous les éléments de ce niveau de compréhension font partie de la réalisation de la série au global. Et justement, l'élément d'après en est une marque. Est-ce que tu sais ce que c'est un training montage? Un training montage, c'est ce moment dans la plupart des films où l'histoire s'arrête subitement pour te montrer 3 minutes du personnage principal qui s'entraîne afin de devenir plus fort. Tout ça avec une musique sympa derrière. C'est cette course de Rocky par exemple. Et les training montages, le réalisateur du Squid Game, il adore ça. On en a pour les recherches de Gi-hoon au début de la série, pour les SDF avec le recruteur, le 1, 2, 3 soleil, les votes, le deuxième jeu, encore les votes et encore une dernière fois les votes. En bref, il en est vraiment fan. Sauf qu'un training montage, pour bien le réussir, faut une bonne musique. Et les musiques dans Squid Game, c'est un sacré sujet. Les musiques dans Squid Game, c'est tout aussi important et iconique que les gardes par exemple. C'est vraiment central à la série. Bon, je vais pas pouvoir te les faire écouter par souci de monétisation, mais je vais quand même essayer de te partager la vraie signification des musiques dans la série. Parce que ça va beaucoup plus loin que de simples musiques d'ambiance devenues légèrement connues sur TikTok. Déjà les musiques, ça permet d'appuyer des émotions. La tristesse de cet échec dans les recherches, le théâtre de cette mort, l'innocence de ce parc d'attractions ou encore la noirceur de ces incinérations. Mais c'est pas tout. En effet, à part ça, la plupart des musiques de Squid Game sont plutôt enfantines. Ça fait totalement partie du lore de la série et donc ça permet de souligner le contraste entre le style enfantin du jeu et la profonde violence de ses actes. Mais ceci dit, sur le sujet des musiques, je crois qu'il y a un truc encore plus intéressant à analyser. Le nom des musiques. J'ai 2 exemples si tu veux. On est à la fin du premier épisode et le recruteur s'apprête à jouer à la roulette russe avec Gi-hoon. Mais juste avant, il lance une musique. Et devine comment elle s'appelle. Time to say goodbye. Comme un message subliminal annonce de sa mort quelques minutes plus tard. Autre truc, épisode 3, le frontman n'a pas encore rejoint le jeu et donc pour l'instant, il se contente d'observer. Et est-ce que tu te rappelles de ce truc? Une nouvelle fois, je peux pas te jouer la musique, mais le refrain c'est genre elle qui chante Fly Me to the Moon. C'est bon maintenant? Et donc cette chanson, est-ce que tu connais son histoire? Cette chanson, c'est une chanson de Frank Sinatra, un grand chanteur dans l'histoire des États-Unis. Enfin, c'est pas vraiment sa chanson, mais c'est une reprise et c'est lui qui l'a fait connaître. Et l'histoire de Frank Sinatra, elle est un peu particulière. Sinatra, c'était un chanteur qui était genre connu pour entretenir des liens avec la mafia. C'était une giga star, mais genre tout le monde, y compris le FBI, savait qu'il avait des relations pas nettes. On disait même que ses performances dans les boîtes de nuit finançaient en fait des activités criminelles. Sauf qu'en même temps, Sinatra il cultivait une image de mec clean. Clean en apparence, mais beaucoup plus sombre en vérité. Un peu comme le Squid Game donc. Donc ça nous fait une belle métaphore tout ça. Et c'est pour ce genre d'histoire que je te disais que les musiques dans Squid Game c'est vraiment super important. Sauf qu'en plus, l'un des thèmes où la musique est le plus important, c'est le storytelling. Le fait de raconter des histoires. Et le storytelling de Squid Game, c'est quand même un sacré truc. Peut-être même bien que ça me permettra de t'apprendre un truc sur comment écrire une bonne histoire. Est-ce que tu connais le principe du All is Lost? Un All is Lost, c'est un moment dans une histoire où tout paraît impossible. Le héros est confronté à un obstacle insurmontable, il ne pourra donc jamais vaincre le méchant car cet obstacle en empêche. Un All is Lost, c'est par exemple le moment dans Toy Story 3 où les personnages sont à 2 doigts de mourir dans le four. Leur chute paraît impossible à arrêter et c'en est donc fini de leur vie. C'est aussi le moment dans Star Wars Le Retour du Jedi, le moment où Luke est en train de mourir pendant que les rebelles ont été capturés et que les vaisseaux rebelles sont attaqués par la flotte impériale. Sauf qu'un All is Lost, c'est surtout ce moment où tout s'écroule, mais qui est parfois suivi d'une libération ou d'un miracle. Dans nos 2 exemples, c'est la pince qui rattrape les jouets ou encore les héros qui arrivent pour renverser la situation. Et donc, ce truc de All is Lost, c'est un élément que Squid Game utilise de
nombreuses fois à travers la série. Que ce soit à l'épisode 1 pendant les recherches, à l'épisode 5 quand le frontman ne réussit pas son mini-jeu, ou encore dans l'épisode 7 quand toute l'expédition de Gi-hun se rend. C'est vraiment un truc qu'on retrouve dans toute la série. Et d'ailleurs, laisse-moi analyser de manière plus détaillée la scène de l'épisode 5 parce que c'est une vraie leçon de storytelling selon moi. Donc on est à l'épisode 5 et là c'est le moment du second jeu. Le principe c'est juste 5 mini-jeux à la suite, 5 minutes, des équipes de 5 joueurs et chaque joueur s'occupe de son propre jeu. Et donc là c'est le moment où l'équipe de Gi-hun va passer. Ils sont les derniers à le faire et ils s'élancent. Ils commencent par le premier jeu, ils le réussissent. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième, ils commencent à être confiants. Sauf que pour le quatrième, bah là ça passe pas. Le quatrième jeu c'est celui de la toupie et le frontman qui est censé s'en charger, il le réussit pas. Il essaye, il rate. Il réessaye, il re-rate. Il réessaye, échec, échec, échec et puis encore échec. Le timer continue d'avancer et l'équipe elle n'avance toujours pas. Finalement le frontman réussit sur un coup du destin son lancer, l'équipe avance, Gi-hun réussit son jeu et l'équipe a survécu. Mais du coup, est-ce que t'as remarqué la structure de leur passage? Laisse-moi te la montrer. Tout d'abord, ils enchaînent les victoires. Toi le spectateur tu te sens bien et eux ils continuent d'avancer. Ils continuent d'enchaîner les victoires jusqu'à un moment où la confiance commence à s'installer. Et à ce moment, échec. Le mini-jeu du frontman dans notre exemple. L'équipe enchaîne les échecs. Elle doute, commence à se remettre en question et à force de chercher la cause de son échec, elle finit par le trouver. Elle l'applique, passe l'obstacle puis finit l'épreuve de manière glorieuse. En fait, c'est à peu près la même structure que suivent des histoires telles que Rocky ou encore White Plash par exemple. C'est l'une des structures qui apporte le plus de satisfaction au spectateur. Et donc cette structure, elle repose sur un All is Lost. Ce moment de l'échec suivi de la remise en question. Et c'est ça que je voulais te montrer sur le storytelling dans Squid Game. C'est sympa, non? T'en penses quoi? Moi je pense que c'est cool. Mais peut-être pas aussi cool que ce que la série fait à ce moment. Laisse-moi te montrer. Cette saison, c'est la saison 2 de Squid Game. Donc par définition, bah il y a eu la saison 1. Et la série sait très bien que tu l'as regardée. Donc durant toute la saison, Squid Game joue avec nous, les spectateurs. Et cinématographiquement, franchement, c'est très sympa. Laisse-moi te montrer comment. Épisode par épisode. Épisode 1. Quand le policier répond non à son patron sur le fait qu'il ne connaît pas l'identité de la personne qui lui a tiré dessus, bah nous on sait très bien qu'il ment. Et la série le sait aussi. La série sait aussi qu'on s'attend à revoir le frontman dès l'épisode 1. Donc qui sait que la série nous montre dès la 10e minute? Bah le frontman. Sauf que c'était un rêve. Épisode 2. Quand le policier ment à Gi-hun comme il avait menti à son supérieur, bah c'est la même chose que dans l'épisode 1. Épisode 3. Quand la série nous présente à la toute fin de l'épisode le frontman comme joueur 001. La série sait très bien qu'on va le reconnaître mais que Gi-hun ne connaît pas sa tête. Encore une fois, la série ajoute de la profondeur en se servant du fait qu'on connaisse plus d'infos que les personnages. Épisode 4. Quand le frontman dit à Gi-hun, après l'avoir rencontré, que ceux qui avaient choisi le parapluie au jeu des biscuits étaient débiles. Tout ça alors qu'on sait que Gi-hun avait justement choisi le parapluie. La série joue avec nous. Quand le frontman raconte son histoire en mentant, ou quand il appelle Gi-hun par son prénom alors qu'il n'est pas censé le connaître. La série veut jouer avec ton cerveau. Et des trucs comme ça, il y en a sur tout le reste de la série. Tout le conflit idéologique entre Gi-hun et le frontman, les actions de ce dernier ou même la trahison de fin jouent toujours sur le même truc. Nous, spectateurs, nous on se situe au-dessus de la série. On possède toutes les informations, on a tout vu, tout entendu, et la série joue de cette omniscience pour construire ses intrigues autour. C'est franchement super intéressant à remarquer. Et d'ailleurs, Squid Game joue tellement avec nous qu'il joue même sur nos télés, ou plus précisément sur les couleurs de notre télé. Je vais rendre ça plus clair. You look lonely. I can fix that. Les couleurs au cinéma, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants. Ça n'a pas toujours existé, mais depuis que c'est présent, tout un langage s'est créé autour. Le langage des couleurs. Et parler ce langage, c'est pouvoir comprendre la grande majorité des messages d'une œuvre. Analyser un film sans parler de ses couleurs, ce serait comme parler d'un plat sans en préciser le goût. C'est possible, mais franchement pas très intelligent. Donc laisse-moi te guider à travers les couleurs de Squid Game. Et accroche-toi, parce que c'est peut-être l'élément le plus important de la série. Déjà, faut comprendre un truc. Dans le langage des couleurs, chaque couleur possède plusieurs significations. Chacune peut représenter une dizaine d'émotions différentes qui varient selon les époques, les cultures ou même les genres de films. Parfois même, une unique couleur peut dépeindre deux émotions contradictoires. Par exemple, le rouge représente la violence, mais il peut aussi dépeindre l'amour. Mais en gros, le truc important à retenir, c'est que analyser les couleurs d'une œuvre, c'est juste se servir de sa compréhension de celle-ci pour en tirer une histoire. Construire un narratif à travers le visuel qui soutient la vision de l'œuvre qu'on tend à défendre. Maintenant que c'est dit, parlons des couleurs de Squid Game. La série commence avec une scène de Gi-hun à l'aéroport. Ça, tu le sais déjà. Mais le truc que tu sais pas, c'est que rien que dans la première scène, il se passe déjà un truc de ouf avec les couleurs. Est-ce que tu vois ce plan? Ce plan, il est particulier parce qu'il y a ce truc, une cabane, je crois bien. Et regarde les couleurs, jaune au-dessus et bleu en bas. Et la cabane se situe devant Gi-hun, de manière à ce que s'il avance, bah il va passer devant. Maintenant, passons aux couleurs. Le jaune, c'est la couleur de la folie, et le bleu, celle de la mélancolie ou de la solitude. Donc, ce que la série nous dit dès la première scène, c'est que si Gi-hun continue d'avancer, s'il continue de se rapprocher de sa fille, là-bas, il ne trouvera que folie et solitude. Franchement, c'est fort quand même. Autre chose, mais quand il sort de l'aéroport, Gi-hun y prend un taxi orange, couleur de l'amitié et du bonheur. Donc le fait de sortir
de l'aéroport et donc de s'éloigner de sa fille le fait rentrer dans le bonheur. Il a bien fait de changer d'avis du coup. Toujours sur sa fille, l'un des trucs les plus mémorables sur le Gyun de l'épisode 1, c'est que il a les cheveux rouges, sauf qu'il finit par se les couper. Et tu te rappelles de ce que signifiait le rouge? L'amour. L'amour pour sa fille sûrement. Bro se coupe les cheveux pour s'éloigner de l'amour qu'il a pour sa fille et pour se concentrer sur son objectif principal. Et pour ça, il engage des mafieux. Gyun il engage les mafieux qu'il menaçait dans la saison 1 pour qu'il l'aide à retrouver le recruteur dans la saison 2. Regarde cette scène. Le chef des mafieux vient de parler avec notre héros et du coup il remonte dans son fourgon. Le chef est habillé en bleu alors son sous-fifre est en rouge. Et est-ce que t'as vu Matrix? Dans Matrix dans le film, il y a une scène légendaire où lui propose à lui 2 pilules. Une pilule bleue et une pilule rouge. La bleue représente le fait de rester dans la matrice, le fait de vivre sa vie dans une ignorance heureuse alors que la rouge, elle, fait sortir de la matrice et représente donc la souffrance que va endurer l'acceptation de cette dure réalité. Bleu ignorance, rouge dure réalité, et nous on a nos 2 mafieux dans ce fourgon. Et donc le chef c'est celui qui est en bleu. La première fois que j'ai analysé cette scène, j'avais pas compris un truc. Si le mafieux est celui qui a l'air intelligent, alors que l'autre on dirait un œil, pourquoi c'est le œil qui est en rouge? Pourquoi c'est le œil qui accepte la dure réalité? Je crois que j'ai compris. Dans la suite de l'épisode, ces 2 mafieux ils vont retrouver le recruteur. Ils vont le rattraper, mais surtout ils vont se faire attraper par la même occasion. Et le chef, il va mourir. Et donc dans ce fourgon, ce œil habillé en bleu, il porte cette couleur pour nous annoncer que dans la suite de l'épisode, il acceptera une dure réalité. Celle de la mort de son patron, celle de la mort de son ami. Alors que ce dernier, lui il est heureux car dans l'ignorance de cette mort imminente. Donc maintenant j'ai compris. Il reste d'autres symboles comme ça dans l'épisode. 9 minutes après cette scène, on a ce moment avec le policier et le capitaine du bateau. Et le policier annonce au capitaine qu'il arrête les recherches de l'île du Squid Game qu'il menait depuis plusieurs mois. Et est-ce que tu vois quelle est la couleur qui domine dans cette scène? Le bleu, couleur de la tristesse. 24 minutes plus tard, on est cette fois dans le motel de Gyun et les couleurs sont très chaudes. Pendant qu'on reste dans les couloirs, c'est très chaud et orangé. Mais au moment où on rentre dans le salon, là ça devient tout de suite beaucoup plus bleu. Pour nous montrer que le motel en lui-même est accueillant, mais que le lieu de vie de Gyun en particulier est lui beaucoup plus repoussant. Toute chaleur qui était présente dans le couloir a disparu une fois la porte fermée. Et c'est pas anodin, parce que cette dominance du bleu, ça va être un élément important de la dernière scène de cet épisode. On est à la 59e minute, pendant le moment de la roulette russe. Et à ce moment, c'est au tour du recruteur de se tirer dessus sans même savoir si ce tir marquera l'arrêt de sa vie. Et déjà, si tu caches cette partie de la tête, il a un sourire de psychopathe, mais si tu caches l'autre, il est terrifié. Ça c'est fort, mais aussi, la moitié gauche de son visage est rouge tandis que la moitié droite est bleue. La partie gauche accepte qu'il peut peut-être mourir alors que la droite est celle qui le nie totalement. Et donc, si on se sert du truc d'avant, ça fait sens. La moitié gauche de son visage accepte la mort en arborant un grand sourire alors que l'autre continue de la nier en étant totalement terrifié. C'est exceptionnel d'avoir autant de trucs dans un simple visage. Épisode 2. Le premier truc dans l'épisode 2, c'est un truc dont on a déjà parlé, mais pour le repréciser, Gyun habite au Pink Motel. Et le rose est la couleur de l'innocence, donc Gyun vit dans l'innocence. 11 minutes plus tard, Squid Game utilise les couleurs pour nous montrer le contraste entre 2 plans. D'abord les couleurs grises et sombres d'un stand de tir, puis les couleurs chaudes et accueillantes d'un parc d'attractions. Ce contraste étant selon moi réfléchi pour appuyer cette différence. Autre truc, pas vraiment sur les couleurs, mais par rapport au fait que la série fait des références à Matrix. Dans l'épisode 2, c'est le frontman qui fait directement une référence au film américain avec cette phrase. 파란 약을 먹고 편히 살면 될 텐데 굳이 빨간 약을 먹고 영웅 흉내를 내는 인간들이 나오지. 너도 네가 이 세상을 바꿀 수 있는 영웅이라고 생각하는 건가? Épisode 3. Dans l'épisode 3, il y a un des trucs sur les couleurs qui est le plus impressionnant selon moi. Un truc avec cette scène en particulier. Le seul problème c'est que ce truc, c'est l'un des éléments principaux pour développer ma théorie à la toute fin de la vidéo. Un des éléments qui permettra de découvrir un truc exceptionnel sur la série. Peut-être même le message le plus impressionnant depuis qu'elle a été créée. J'en dis pas plus. Mais il y a quand même un autre truc dans cet épisode. 44e minute, les joueurs votent pour rester ou non. Ceux qui restent doivent mettre un page bleu, ceux qui partent un de couleur rouge. Ceux qui restent sont dans une ignorance heureuse de leur mort future, ils sont dans la matrice, alors que ceux qui désirent partir ont accepté la dure réalité, ils sont sortis de la matrice. Ils sont ok avec le fait que l'argent promis par le Squid Game ne sera jamais en totalité dans leur poche et que prétendre le contraire serait juste un danger à leur existence. Épisode 5. Cette fois-ci, on a un autre détail sur une scène de vote, lors de ce vote, celui après le second jeu. Ok, la salle est violette, c'est-à-dire que même la série nous dit qu'elle ne sait pas qui va le gagner, ce vote. La salle est violette car elle est autant rouge que bleue. Et d'ailleurs, le violet est aussi la couleur de l'illusion, donc il y a probablement un truc à comprendre de ce côté. Si la salle est violette, ça veut peut-être vouloir dire que le vote est une illusion et que le Squid Game sait pertinemment qu'ils finiront par rester. Ou que, dans la possibilité où ils décident de rentrer chez eux, ils seront gardés quand même contre leur volonté. Un mensonge qui soutiendrait donc ma théorie selon laquelle le Squid Game est une illusion de liberté. Mais bref, épisode 7. Dans le dernier épisode, il y a 2 trucs à remarquer avec les couleurs. Déjà, lors de l'attaque de la
17e minute, la salle qui est normalement censée être dans le noir est baignée d'une lumière bleue pour nous montrer que c'est bien les bleus, les ronds, qui finiront par gagner ce sanglant combat. Et dernier truc, pendant la tentative de rébellion de la part de Gyun, sa team se balade dans des couloirs roses alors que, au moment où notre héros part s'attaquer au QG avec son meilleur ami, les murs deviennent violets et oppressants pour bien nous montrer que, à partir de maintenant, ça rigole plus du tout. Donc tu comprends bien à quel point les couleurs c'est important. Si j'avais analysé Squid Game sans parler des couleurs, ça aurait été comme créer un jeu Pokémon sans Shiny. C'est incomplet. Et donc là on touche presque à la fin de l'analyse cinématographique de la série. Ceci dit, il me reste deux trucs, et pas des moindres. Deux genres de films que la série parodie. Les films d'action et les films d'horreur. Déjà, les films d'action. L'une des grandes nouveautés de cette saison 2, c'est la révolution de Gyun à la fin. Un moment violent, mais surtout un moment particulièrement propice à utiliser des codes de films d'action. Donc, à la 22e minute, Squid Game utilise tous les codes de ce genre de film. La musique, le placement des acteurs, le montage, l'acting, tout l'éventail du genre de l'action pour bien nous montrer la violence de cette rébellion. Même le placement de Gyun et de sa team avant de partir s'attaquer au Squid Game s'inspire des films d'action. C'est drôle à remarquer quand même. Mais ceci dit, c'est pas le seul truc. Squid Game parodie aussi les films d'horreur. Durant l'épisode 2, la série nous montre un moment où Gyun se fait détruire la bouche pour qu'on puisse y placer un traceur. Et remarque les bruitages qui sont utilisés. On se croirait dans une scène d'un mec en train de se faire tuer d'une manière horrible. C'est assez drôle. Surtout quand on sait que l'auteur de la série, Hwang Bong-hyuk, désolé pour la prononciation, il a jamais écrit de film d'horreur. Mais donc tous ces trucs, tous ces éléments, c'est autant de pierres qui viennent bâtir l'œuvre qu'est Squid Game. Tous les éléments cinématographiques que j'ai révélés, et nul doute qu'il en reste plein d'autres, tous ces trucs montrent que Squid Game est vraiment loin d'être une série simple et encore moins une série simpliste. Et pour continuer de le prouver, je vais te montrer que chaque chiffre de la série possède en fait un sens que je pense que t'avais pas remarqué. Niveau 5, le niveau des chiffres. Les chiffres dans Squid Game, c'est un sacré morceau. Des chiffres, il y en a partout et tu vas voir que la plupart signifient quelque chose. Les timecodes par exemple. Un timecode, c'est un emplacement dans une vidéo. Par exemple, cette scène d'Interstellar, vidéo exclusive de 50 minutes dessus en description, cette scène elle se situe à 1h, 19 minutes et 14 secondes. 1h, 19 minutes et 14 secondes se sont écoulées depuis que le film a commencé. Donc le timecode de cette scène, c'est 1:19:04. Le même fonctionnement que si tu utilises un chrono, en gros. Et donc, dans l'épisode 3 de Squid Game, la scène du vote a comme timecode 44, 44. 4, 4, 4 et encore 4. Est-ce que tu connais la signification du nombre 4 en Asie? Le chiffre 4, c'est un chiffre qui se prononce à peu près comme la mort. Donc le chiffre 4 est un chiffre maudit dans la plupart des cultures asiatiques. Et là, le timecode de la scène, le timecode du vote, c'est 4 x 4. Tu captes le message. Et d'ailleurs, autre truc, si tu divises par 2 le timecode, 44, 44 divisé par 2, ça fait 22, 22. Et 22, 22, c'est pile le timecode du moment où Gyun se rendait compte de son traceur lui ayant été enlevé. Donc ça, plus les 4, 4, non, je crois bien que ce vote n'annonce pas de bonnes choses. Un autre truc, c'est le numéro des joueurs. Le frontman, c'est le numéro 1. Le premier numéro, le numéro le plus puissant, et aussi un numéro qui s'oppose par définition au dernier, le 456. Le 007. 007, c'est le numéro de James Bond, l'image d'un homme fort et sûr de lui. Tout ce que Young-sik n'est pas, mais rêve d'être. Le 44, un double 4, doublement symbole de la mort. Le 95, un numéro symbole d'humilité et de compassion dans la Bible. Le 100, numéro de la longévité, mais aussi numéro rond, tout comme la dette de ce joueur. Le 124, une nouvelle fois le chiffre 4. Jamais un bon présage celui-là. Le 222, la seule joueuse qui porte un enfant dans son ventre. Et la même joueuse dont le numéro est 2, 2, 2. 2 comme elle, plus son enfant. Et enfin le 456, numéro 4, annonciateur de mauvais présages, mais aussi le dernier chiffre du Squid Game. Dernier chiffre, s'opposant donc par définition au premier. Ceci dit, tous ces éléments restent encore assez superficiels. Et les chiffres des joueurs c'est cool, mais il n'y a pas encore de vraie analyse ou de théorie. Donc laisse-moi te parler de 3 trucs que j'ai trouvé en rapport avec les chiffres dans cette série. 3 théories que je pense tu devrais bien aimer. Tout d'abord, celle concernant ce joueur. Lui, c'est Yim Si-wan. Yim Si-wan, c'est un youtubeur et dans le lore de la série, il aurait arnaqué ses millions d'abonnés avec une arnaque de crypto-monnaie. Et du coup, tout le monde le déteste. Sauf que son numéro, c'est le 333. 3, 3, 3. Et dans la culture coréenne, le numéro 3, c'est un symbole d'équilibre. Et lui, des 3, il en a 3. Donc, c'est bizarre. Comment ce gars peut être la personnification de l'équilibre tout en ayant arnaqué des millions de gens? Je te laisse me dire ta théorie dessus dans les commentaires. J'ajoute d'ailleurs qu'on fait sa connaissance à l'épisode 3, donc encore un 3. Bref, un autre truc avec les chiffres, ce serait un indice que la série nous avait glissé sur le fait que le frontman était un traître. Laisse-moi t'expliquer. À un moment de l'épisode 7, à la 8e minute plus précisément, la team des croix, ceux qui ont décidé de partir du jeu, ces croix ils se comptent. Et celui qui les compte, c'est lui, le numéro 47. Retiens bien ça. Ce joueur il s'empresse donc de tous les compter, et il finit par remarquer qu'il reste 48 croix. Regarde ce truc. Si on soustrait le nombre du joueur ayant compté au nombre de joueurs comptés, 48 moins 47, on obtient donc 1. Donc il y a une des croix qui est louche. Et qui de mieux pour être ce cas louche que littéralement le joueur 1?
le frontman. Donc je pense que le fait qu'il reste 48 croix est là pour nous indiquer que le frontman était un traître. Tu réussis à suivre? Bah, on va partir dans un truc encore plus perché alors. Dans le premier épisode, notre Gi-hun y reçoit une carte. Une nouvelle carte d'invitation en Squid Game. By the way, le numéro a changé depuis la saison 1 car le numéro de la saison 1 appartenait à un vrai gars. Le numéro dans la saison 2, c'est le 406-34. 406 moins 34, bah ça fait 422. La mort, le 4, suivi de 2-2 représentant un groupe d'individus. Ainsi, la mort d'un grand groupe. À l'image du Squid Game, du coup. C'est très fort. Et donc ça, ce truc, c'est ce qu'on appelle du symbolisme. Un élément d'apparence anecdotique qui contient en fait un sens plus profond quand on s'y intéresse. Et autant on a vu le symbolisme des chiffres à ce niveau de compréhension, bah le symbolisme global, bah c'est le sujet du prochain niveau. Niveau 6, le symbolisme dans Squid Game. Ce niveau, il est quand même assez fou. J'ai essayé de regarder des vidéos YouTube sur la saison 2 de Squid Game, histoire de voir ce que les gens trouvaient comme symbole un peu sympa dans la série, et genre, malgré des heures de recherche, je crois pas qu'il y ait un seul des 10 éléments dont je vais te parler qui a déjà été évoqué sur YouTube. Laisse-moi te les montrer. Déjà, je crois que la série crée un parallèle religieux avec le recruteur. Genre, on est à l'épisode 1, et je sais pas si tu t'en rappelles, mais le recruteur est parti dans un parc pour proposer des cadeaux à des SDF. Et donc, au moment où il propose son jeu à gratter ou sa viennoiserie, la série nous le montre avec ce plan. Un plan qui le rend très imposant, mais surtout un plan où sa tête prend exactement la place du soleil. Soleil qui représente dans plein de cultures un symbole de pouvoir, un symbole presque divin. Donc, en plaçant la tête du recruteur à cet endroit précis, bah, je crois bien que la série veut le représenter comme un homme au-dessus des mortels, une figure mystique à la limite du religieux. C'est pas le seul truc sur la religion. Lors du second jeu de la série, les joueurs font le tour d'un rond qui prend la forme d'un arc-en-ciel. Est-ce que tu sais pourquoi c'est le cas? C'est le cas parce que dans certaines croyances, la route vers le paradis serait jonchée d'arc-en-ciel. Et donc le symbole ce serait que ce second jeu représente cette route. Une route qui amène au paradis et donc par extension une route qui peut arrêter ta vie. C'est poétique. Autre symbole, toujours sur le thème du jeu. L'épisode 7 est un épisode durant lequel la série nous montre un affrontement entre les deux camps de joueurs. À l'image de la saison 1, un combat sanglant a lieu entre les différents joueurs et ce combat, bah, il est organisé par le Squid Game. En plus d'avoir placé une fourchette dans un plat se mangeant avec des baguettes à ce moment, la série sait très bien que les joueurs vont s'entretuer, donc elle prépare l'affrontement. À la 10e minute de l'épisode 7, le Squid Game réunit ses gardes pour se préparer au jeu spécial. Jeu spécial, c'est comme ça qu'ils appellent l'affrontement, comme si ça faisait partie du folklore du Squid Game. Et d'ailleurs, cette métaphore elle est appuyée par un tout petit détail une minute plus tôt. Au moment où les croix viennent de finir de se compter, Gi-hun y regarde le timer du dortoir qui affiche 30 minutes. Il reste 30 minutes avant l'extinction des feux et 30 minutes et 1 seconde avant le combat. Et au moment où la série nous montre ce timer, ce dernier il fait le même bruit que le timer à l'intérieur des jeux. Alors que normalement, je précise qu'il est totalement silencieux. Mais à ce moment, il fait ce bruit. C'est donc encore un élément qui appuie la métaphore du jeu spécial. Autre chose, le cadeau de la machine à vote. Durant le 6e épisode, les joueurs votent une nouvelle fois pour décider de rester ou de partir. Et pendant qu'ils votent, on aperçoit que la machine qu'ils utilisent ressemble à un cadeau. Le cadeau de la machine à vote. Et donc, c'est quoi le message? Le fait que la possibilité pour les joueurs de voter est un cadeau de la part du jeu? Une chance que le jeu leur offre? Ou alors c'est pour signifier que le vote est obligatoire, un cadeau ne se refusant pas? Ou alors même que ce serait un cadeau empoisonné? Peut-être que ce vote est une chose paraissant bien, une chose comme un cadeau, mais qui cache en fait un poison, celui de la tension qu'elle crée entre les joueurs. Ou peut-être même que c'est tout ça à la fois. D'ailleurs, ce symbole-là, il est après les jeux, mais des éléments de symbolisme, il y en a bien entendu aussi pendant les jeux. Comme ces oiseaux à la 38e minute de l'épisode 4. C'est goéland qui représente la liberté dont Gi-hun est éloigné. Une liberté se matérialisant par leurs différents emplacements. Les oiseaux sont dans le ciel, hors des limites du Squid Game et ayant même le pouvoir de le survoler, alors que Squid Game est cloué au sol, emprisonné par sa propre condition d'humain. Autre chose intéressante dans la série, c'est les fleurs, ou enfin plutôt l'hibiscus. Dans la scène où Gi-hun aperçoit les oiseaux, notre héros se trouve sur le terrain du 1, 2, 3 soleil. Et est-ce que tu connais le sens de la phrase de la poupée? Le sens de ça? Cette phrase signifie « la fleur d'hibiscus a éclose ». Pourquoi cette phrase? Car sa version coréenne, Mongo wa koshi pyosumida, cette version elle compte exactement 10 syllabes. Donc c'est juste un moyen moins ennuyant pour compter que de dire 10, 9, 8, 7, 6, t'as compris. Mais ça répond pas à une question. Pourquoi l'hibiscus? Pourquoi la poupée parle d'une fleur d'hibiscus? Bah parce que c'est l'emblème national de la Corée. C'est leur symbole. Et ce symbole, il veut dire un truc. Épisode 2. Le policier a retrouvé Gi-hun et après qu'il l'ait interrogé dans sa baignoire, lui, Gi-hun et ce mafieux décident de faire alliance. Et du coup, notre héros, il leur montre son stock d'argent qui va servir à financer leur mission. Il les emmène dans une chambre et l'argent est là, posé sur un lit surplombé par un tableau. Et on va voir si tu suis. Quelle est la fleur qui est représentée sur ce tableau? C'est ça, un hibiscus, l'emblème coréen. Sauf que je t'ai pas encore dit ce que signifiait cette fleur. Parce que c'est l'emblème de la Corée, ok, mais il y a une raison pour ça. L'hibiscus, c'est une fleur qui représente l'immortalité. Donc c'est pas anodin d'avoir un tableau d'hibiscus juste au-dessus de l'argent de Gi-hun. Non, pour moi, ça veut dire un truc. Mettre un symbole d'immortalité au-dessus de cet argent, c'est dire que cet argent est immortel aussi. Enfin, plutôt que la souffrance endurée pour gagner cet argent est immortelle. En gros, ce que la série nous dit avec ce tableau, c'est que la souffrance de notre héros d'avoir dû tuer 455 personnes pour gagner cet argent, bah, elle partira jamais. Gi-hun continuera de s'en vouloir toute sa vie. C'est ça le sens de cette fleur d'hibiscus dans cette chambre.
Et un autre truc dont je peux expliquer le sens, c'est l'architecture du Squid Game. Cette construction si particulière de son bâtiment. Ce truc, je crois bien que c'est une référence aux liminal spaces. Laisse-moi t'expliquer. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est les liminal spaces? Les liminal spaces, c'est une esthétique très particulière qui est née sur Internet. Ce style, il mélange de la retouche photo et de la créativité pour créer des images nous évoquant un sentiment tout particulier. Un sentiment de familiarité. Un truc indescriptible entre la peur et le souvenir, entre l'horreur et l'enfance. C'est une esthétique très particulière et c'est surtout une approche qui repose énormément sur le thème de l'enfance. En effet, comme ces images cherchent à nous évoquer des souvenirs, la manière la plus simple pour faire ça, c'est de jouer sur notre enfance, sur ces souvenirs flous d'un passé lointain. Et le Squid Game, justement, tout son bâtiment, il m'évoque cette idée. Ses escaliers, ses couleurs, son organisation spatiale, tout est réfléchi pour t'évoquer ce même sentiment que provoquaient les photos que je t'ai montrées juste avant. Et en vrai, c'est logique. Le thème de l'enfance, c'est l'un des thèmes principaux de Squid Game, donc c'est pas étonnant qu'il se soit inspiré des liminal spaces pour son architecture. Mais en tout cas, c'est sacrément dérangeant. Et un autre truc sacrément dérangeant sur la structure du bâtiment, c'est l'idée d'un labyrinthe. On le remarque particulièrement lors du dernier épisode à ce moment, mais tout le bâtiment est réfléchi comme un dédale de couloirs, un fouillis de portes et de passages cachés qui donnent ensemble une impression de désorientation. Le spectateur se sent perdu, submergé et la série le sait très bien. Elle crée cet effet pour qu'on comprenne comment se sentent Gi-Hun et son pote à ce moment de la recherche du chemin pour se rendre au QG. La série veut nous mettre dans leur cerveau. Et ça, cette idée de labyrinthe, c'était l'avant-dernier symbole du Squid Game. L'avant-dernier élément que la série nous cache et à travers lequel elle essaye de nous transmettre des messages. Parce que le dernier, ça va te paraître lunaire, mais c'est le fait que les mafieux sont des toutous. Littéralement des chiens. Genre, regarde, on est pendant l'épisode 1 et on se trouve plus précisément durant la scène pendant laquelle le recruteur va torturer les deux patients. La scène est sombre, une certaine tension se ressent et accrochés à la bouche des deux mafieux, deux os. Deux os semblables à des jouets pour chiens. Comme si le recruteur considérait les mafieux comme des animaux, les plaçant ainsi à un niveau inférieur de lui, l'humain. Et ce truc des chiens et du mot toutou en général, ça a un thème important pour la série, apparemment. Lors de la roulette russe de fin d'épisode, le recruteur cherche à démontrer que Gi-Hun n'a pas d'honneur en tant qu'humain, mais ce dernier cherche lui à prouver que le recruteur est un toutou. Prouver qu'il obéit tel un chien fidèle aux ordres de ses supérieurs. Donc c'est un vrai thème, cette métaphore des toutous pour caractériser ces humains inférieurs de par leurs actions ou de par leur identité. Et je trouvais ça assez intéressant pour le partager. Mais donc, avec tout ça, tu comprends bien que la série regorge de mini-détails remplis de sens. Et tous ces petits éléments, ils forment un tout qui apporte une certaine profondeur à la série, mais qui permettent surtout de mieux la comprendre. Et à propos de compréhension, laisse-moi t'emmener dans le dernier niveau de la série. Celui où tous les éléments que j'ai pu te citer avant permettent d'arriver à une théorie. Une hypothèse exclusive que j'ai construite. Une théorie permettant, selon moi, de comprendre le vrai sens de Squid Game. Un truc où je pense que si tu l'as pas capté, t'as rien compris à Squid Game 2. Laisse-moi te le montrer. Niveau 7, le mensonge originel du Squid Game. Squid Game est une série qui n'arrête pas de mentir. À l'image du frontman qui se fait passer pour un joueur durant l'entièreté de la saison, Squid Game et plus particulièrement sa saison 2 ne s'arrête jamais de mentir. Et ça, tu peux le remarquer avec un truc très simple. Ce truc que j'appelle les scènes de rêve. Deux scènes pendant le premier et le quatrième épisode, deux scènes qui nous mentent ouvertement. La première, c'est celle de la première rencontre de Gi-Hun avec le frontman. On est à la 10e minute de l'épisode 1, la saison vient tout juste de commencer et Gi-Hun entend sonner chez lui. Il prend son pistolet, ouvre la porte et derrière la porte se trouve le frontman tenant dans chacune de ses mains la tête de Kang Se-bok et celle de Cho Sang-woo. Puis Gi-Hun se réveille. Et donc, la série nous a menti. Le frontman n'a jamais sonné à la porte de Gi-Hun et toute la scène n'était qu'un cauchemar. Sauf que c'est pas la seule fois où la série nous ment. Lors de l'épisode 4, Gi-Hun se retrouve dans le jeu des biscuits avec tous les autres joueurs. Comme Lisa a prévenu que le triangle était la meilleure forme à choisir pour ce jeu, l'ensemble des joueurs l'ont choisi et le plan est donc plutôt drôle. Sauf qu'au moment de découvrir le biscuit, c'est une sorte de fractal qui se présente à lui. Un triangle infiniment complexe avec une multitude d'autres triangles plus petits en son sein. Un cauchemar à découper pour le jeu. Sauf qu'une nouvelle fois, Bro se réveille. Et donc la série nous a encore menti. Tout ça c'est cool, sauf qu'à force d'endurer les mensonges de la série, à force de les subir, j'ai commencé à me demander si le mensonge n'était pas encore plus gros. J'ai commencé à me demander si le principe même de la série n'était pas un mensonge. Et en posant cette question, je crois bien avoir fait une découverte qui va te retourner le cerveau. Sauf que, pour que tu la comprennes totalement, j'ai juste besoin que tu m'accordes 30 secondes pour que je t'explique un truc. Ok? Est-ce que tu te rappelles du moment où je t'avais parlé de ce plan? Ce plan où la série nous laissait voir à travers le masque des gardes. Ce plan donc où la série nous communiquait clairement que les gardes étaient des humains et non seulement de simples pantins obéissant sans broncher aux ordres du frontman. C'est bon? Maintenant que ça c'est établi, maintenant que c'est bon, laisse-moi te parler de ma théorie ultime sur Squid Game. Le truc qui va totalement changer ta vision de la série. Et c'est parti. On est à l'épisode 3. Et en vrai, je peux te parler de cette théorie avec n'importe quel épisode de la saison, mais on va utiliser l'épisode 3. On est à la 5e minute et comme tu peux le constater, les gardes sont dans le dortoir. Ils sont regroupés à l'avant, les joueurs leur sont éloignés et est-ce que t'as déjà réfléchi sur comment ils étaient habillés? Est-ce que t'as déjà réfléchi sur la couleur des habits des gardes? Non? Ok, les gardes ils portent un uniforme
de rose. Une combinaison rose qui les distingue clairement des joueurs qui sont eux en vert. Et est-ce que tu te rappelles de la signification du rose? Son sens dans le langage des couleurs. Il y a l'innocence certes, mais il y a aussi un autre truc. Porter du rose, c'est être joueur. Je dirais même porter du rose, c'est être un joueur. Selon moi, les vrais joueurs du Squid Game, bah c'est les gardes. Et j'ai des éléments pour appuyer ma théorie. Déjà, il y a donc ce rose. Ce rose signifiant le jeu et inversant donc les rôles entre les gardes et les joueurs. Mais ces joueurs, justement, bah eux, ils sont habillés en vert. La couleur de la nature, mais aussi la couleur du danger. Le danger d'un mauvais déroulement du jeu. Les joueurs sont les seuls obstacles vis-à-vis des gardes quant au bon déroulement de la partie. Et le danger pour les vrais joueurs du Squid Game, les gardes donc, bah c'est les joueurs justement. Et donc, tout ferait sens. Les gardes seraient des acteurs de leur propre théâtre. Leur jeu se déroulant sur plusieurs étapes comporterait donc plusieurs récompenses telles que la promotion de leur grade. Les gardes joueraient aussi au jeu de laisser Gyun croire qu'il est le héros. Ce serait pour ça qu'il n'existe aucune différence notable entre le recrutement des joueurs et celui des gardes. Tout ferait sens. En fait, depuis le début, la série nous l'aurait mise à l'envers. Ça expliquerait donc aussi pourquoi deux des leaders du Squid Game, les deux joueurs 001, sont justement venus rejouer au jeu. Plus qu'une simple série sur la cupidité des humains, Squid Game parlerait ainsi du plaisir morbide que prennent certaines personnes à ôter la vie des autres. La récompense des gardes pour leur participation au jeu serait ainsi la satisfaction qu'ils retirent de leur meurtre excusé au sein de l'enceinte mortelle du Squid Game. Toute la série serait donc un mensonge et cette dernière théorie viendrait appuyer le fait que maintenant, t'as tout compris à Squid Game. Merci de m'avoir écouté, c'était Sweetie. Bon, grosse vidéo celle-ci, hein? Je pense que là on doit être à 1 heure ou quelque chose comme ça, en tout cas c'est ce que je vise. C'était une grosse vidéo celle-ci, une très grosse vidéo même, mais ça me tenait à cœur de la faire. C'est-à-dire que la vidéo Squid Game 1 vous a extrêmement plu, je crois qu'on est à 400 000 vues. Actuellement c'est genre débile, mais surtout il y avait vraiment des trucs à améliorer, c'est-à-dire que la vidéo était un beau résumé, voilà. Globalement c'était peu une analyse, c'était plus un résumé qu'autre chose, et donc bah, je l'ai un peu pris personnellement dans le sens où bah, j'ai compris que j'avais fait une erreur, et donc sur cette vidéo, tu peux le voir, j'ai un peu plus poussé l'analyse, un peu beaucoup plus même, et je pense d'ailleurs que ce sera un peu le cas sur tous les T'as rien compris. Jusqu'à là, c'était l'analyse de cinéma, mais un peu légère. Un peu légère, En fait, je m'y connaissais pas vraiment, et donc c'était un peu léger. Mais là, je pense que les prochains, ça va être beaucoup plus poussé. J'ai essayé de donner mon maximum sur cette vidéo, faut savoir... pendant toute une semaine, j'ai pas dormi à cause de cette vidéo. Terrifiant, j'étais fatigué à mort, mais j'étais heureux parce que j'étais en train d'écrire cette vidéo. Donc bref, j'ai tout donné. Sur les prochaines, je vais tout donner aussi. Elles seront moins longues, je pense, parce que ce sera des films. Donc c'est moins long à analyser que cet épisode. Mais voilà, ça va être cool, beaucoup plus analyse. Je pense que vous allez beaucoup kiffer. Si vous avez beaucoup kiffé les vidéos jusqu'à là, je pense que là vous allez kiffer genre x5, franchement. Parce que, enfin, ça va être trop cool. Je suis très hype. Je suis très fatigué, mais très hype. Et voilà, je te souhaite une bonne journée. Je sais pas pourquoi je fais des passages en facecam à chaque fois que je fais une vidéo sur Squid Game. Mais je me dis que c'est cool, surtout après une aussi longue vidéo, de parler comme ça. Donc voilà, lien pour la vidéo Interstellar en description. On n'oublie pas, on change pas une équipe qui gagne. Et voilà, bonne journée!